presse plus autour de la table des invités et consultants habituels. Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Maître Lirwana Abdraman, avocat, juriste, avocat, acteur de la société civile. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous l'avez remarqué. Deux de nos invités consultants ne sont pas encore en place. Il s'agit de Traoré Daouda et de Dr Amadou Bounti Diallo. Nous les attendons d'un moment à l'autre, puisqu'ils vont être là, Inch'Allah. En tout cas, ils se sont annoncés et nous les accueillerons dès qu'ils feront leur entrée. Mais en attendant, et puisque nous avons déjà perdu beaucoup de temps pour le démarrage de cette émission, je propose de suivre le menu que vous propose Presse Plus cette semaine avec notre camarade de la rédaction, Boubou Karamou. Pour ce dernier rendez-vous de Presse Plus de ce mois de juin 2023, votre émission préférée vous propose deux gros sujets au menu. Le premier sujet est relatif aux élections législatives partielles du 18 juin dernier qui a concerné la diaspora. Ce sujet est intitulé « Votre diaspora, qui a gagné le combat de la diaspora ?» Le second sujet, quant à lui, évoque le climat social politique en général et les énièmes rumeurs d'un probable remaniement ministériel. Ce sujet sera discuté sous le titre « Remaniement ministériel, l'épouvantail que Bazoum agite ». Voilà donc pour le menu. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. Premier sous-thème, donc vous l'avez noté, il s'agit du vote du 18 juin dernier au niveau de la diaspora. Ce vote en fait des élections partielles, législatives partielles, qui consistaient donc à élire les 5 représentants de la 9e région du pays, comme on aime à l'appeler, donc les représentants de la diaspora. Le résumé avec Boubou Karamou. Votre diaspora, qui a gagné le combat de la diaspora? Les Nigériens de la diaspora ont enfin voté le dimanche 18 juin dernier pour élire leurs 5 représentants à l'Assemblée nationale. La 9e région du Niger, comme on l'aime à l'appeler, a été un enjeu majeur entre les protagonistes politiques dans le cadre de ces élections. Non pas que cela va changer le rapport de force à l'Assemblée nationale, mais pour une gestion de prestige et de leadership. Opposition et majorité ne se sont pas fait cadeau dans cette lutte de la diaspora. Une lutte qui s'est plutôt passée entre le PNDS et le Modem FA Lumana, et le résultat provisoire le note bien avec 2 sièges chacun entre le PNDS et le Lumana et un siège pour le MNSD qu'a joué les troubles faits. Aux dernières élections législatives de la diaspora en 2016, le PNDS avait 3 sièges contre 2 pour le Lumana. Alors, quelle analyse peut-on faire de ces résultats de vote du 18 juin? Qui a gagné le combat de la diaspora? Et surtout, qu'est-ce que cela va-t-il changer? À suivre tout de suite le débat. Vote de la diaspora, qui a gagné le combat de la diaspora? C'est donc le premier sous-thème de Presse Plus aujourd'hui. Pour cela, nous découvrons très rapidement la une de quelques-uns des titres parus cette semaine chez nos confrères de la presse écrite. Le quotidien Le Renouveau a titré par exemple 5 élus pour un mi-mandat. 5 élus pour un mi-mandat. Voilà, ça c'est le premier titre qui plante un peu le décor avant qu'on découvre donc, les titres des autres journaux qui eux sont partis plus en profondeur pour soulever différents aspects de ce scrutin législatif partiel qui a concerné donc, les Nigériens à l'extérieur. Ousseini Issa, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de façon ramassée pour introduire? Mais ce qu'on peut dire de ces élections de façon ramassée, c'est que ça assistait à un certain engouement de dernière minute, n'est-ce pas? À quelques encablures un peu de scrutin, on a suivi avec beaucoup de, comme avait dit, vraiment avec beaucoup, on a suivi comment les élections, ou du moins comment la campagne s'est déroulée dans les pays.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 15 pays qui ont été retenus, n'est-ce pas, pour, où le vote a eu lieu. On a vu un peu à travers les réseaux sociaux comment ça a agité dans certains pays, notamment la sous-région, au niveau, comment dire, au Ghana, par exemple, en Côte d'Ivoire, un peu partout, surtout en Afrique, on a vu un peu l'agitation. Mais on a vu également aussi que des grosses pointures qui sont ici à Niamey, c'est-à-dire des responsables politiques, se sont déplacés pour aller soutenir les candidats de la diaspora. Au niveau de tous les partis pratiquement, on a suivi des présidents de partis politiques qui se sont déplacés pour aller sur le terrain. On a entendu aussi beaucoup de choses, notamment des tentatives de fraude et tout, des mécanismes de tentatives de fraude. Et ça dénote un peu que la fraude, même quand c'est dehors, qu'il y a des élections, on l'exporte. De la même manière qu'à l'interne, on fait la fraude, on a suivi à travers beaucoup d'éléments sur les réseaux sociaux qu'il y a eu beaucoup de tentatives de fraude, il y a eu beaucoup d'argent aussi qui ont été dépensés. En fin de compte, les urnes ont rendu, comment dirais-je, leur verdict, qui s'est traduit par, je crois, le PNDS de députés, de manière provisoire, parce que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. L'Oumana a 2 députés, et puis le MNSD qui s'est retrouvé avec un député. On reviendra sur tout ça. Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, ce que je peux dire, c'est que le titre même du journal 5 élus pour un même mandat, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas eu des élections législatives pour cette 9e région, mais je pense que le plus important, c'est de l'opportunité de ces élections pour un même mandat. C'est ce qui, malheureusement, contribue à une déperdition de la qualité politique dans notre pays, du fait que dès qu'on finit des élections, automatiquement encore on est dans d'autres élections. Imaginez cette opportunité dont je parle aujourd'hui, c'est pas très nécessaire, hein, à mon avis, c'est pas très nécessaire. Et c'est pas le plus important, ces élections pour ces Niger, les élections de la diaspora, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Un président de la République qui sort des élections après 2 tours, il s'est battu premier tour, il s'est battu deuxième tour, et ensuite il y a des élections législatives proprement dites, où encore il faut se battre pour avoir une majorité, sachant bien le régime semi-présidentiel dans lequel nous sommes. Donc ça fait une course à la montre, et c'est ça qui a contribué, comme je l'ai dit, à la déperdition de la qualité politique de notre pays. 2 ans et demi, 2 ans encore on est dans les élections, maintenant encore 2 ans et demi encore on va se projeter. Donc on se végète éperdument dans les élections, alors que une fois que les élections générales se sont passées, ça doit être une occasion de stabilité pour le pays, de dessiner les schémas pour le développement économique. Mais malheureusement encore, ces élections se sont déroulées, et peut-être que c'est le seul intérêt, nous ont donné l'occasion d'évaluer, comment on appelle ça, d'évaluer les 2 ans de pouvoir, ou 2 ans et demi de pouvoir de ce régime, où très malheureusement, même s'il s'agit de la politique, des responsables qui ont de hautes responsabilités de l'État se sont déplacés pour aller battre campagne, ce qui n'est pas normal, au titre d'un parti politique. Et surtout, les dépenses occasionnées, l'argent, la corruption qui s'est passé dans ces élections, et comme l'a dit Ousseini, on a exporté la fraude à l'extérieur, et ensuite les propos tenus par certains à l'occasion de cette campagne-là, notamment en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais c'est très grave. Absolument. C'est très grave. Alors, les élections de la diaspora, je propose de suivre cet élément de notre agent de la rédaction Haïdara Youssouf, qui est donc revenu sur le déroulement de ces élections, elles-mêmes, au niveau de la diaspora, notamment dans
dans certains pays, pardon, et le Bénin en l'occurrence. Je propose de suivre Youssouf. De la diaspora se sont rendus au niveau des bureaux de vote ici à Cotonou, Lomé, Ghana ou encore en France pour élire les 5 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour le compte de la diaspora. À Cotonou, l'engouement est au rendez-vous. Donc militants et militantes, nigériennes et nigériennes, nous sommes actuellement à l'ambassade du Niger au Bénin. Arandi Angouma, quand vous êtes à l'ambassade du Niger au Bénin, Nigériens, il faut voter. Parce que quand vote général était, Niger, Borakul, ne vote cité. Mais il faut dire que le 8 juin, mercredi 8 juin 2023, président de la République en Cambodge, en est voté. À Lomé, par contre, l'affluence a été peu timide dans la matinée. Seuls quelques électeurs se sont présentés. Au Ghana, même si les Nigériens étaient sortis pour élire leurs députés, des cas de tentatives de fraude ont perturbé le déroulement du scrutin. Vite alertée, la police a intervenu pour mettre aux arrêts les initiateurs de ces fraudes. Partiel pour le compte de la diaspora, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé que les Nigériens de la diaspora attendus sont au nombre de 205 314. Ces derniers sont répartis dans 602 bureaux de vote à travers 15 pays. Alors, donc, les élections de la diaspora dans la sous-région, au Bénin, au Togo et au Ghana notamment, veuillez bien m'excuser pour la qualité des images de cet élément de Youssouf Haïdara, puisqu'il s'agit d'images amateurs réalisées avec des téléphones portables. Alors, le journal Le Courrier, dans sa chute, vers la fin de son reportage, vous avez entendu Youssouf Haïdara dire, on a vu quelques images dehors, relatives, donc qu'il y a eu quelques tentatives de fraude ici et là, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire, qui ont été rapportées par le truchement notamment des réseaux sociaux et de quelques acteurs électoraux, notamment des partis politiques. Alors le journal Le Courrier a titré PNDS de voleurs des caisses de l'État à voleurs des votes. De voleurs des caisses de l'État à voleurs des votes. C'est une interrogation que le journal pose à sa une. Et puis l'enquêteur, le quotidien, dans sa parution du 21 juin, le journal titre « Échec aux législatives de la diaspora, PNDS Taraya, prémisse d'une chute inévitable ». Échec aux législatives de la diaspora, le PNDS, est-ce que le PNDS se dirige donc, est-ce qu'on est en face des prémices d'une chute inévitable, s'interroge le journal. Et le journal Le Courrier qu'on retrouve avec ce titre, Élection de la diaspora, quelle lecture pour la Renaissance, acte 3. Élection de la diaspora, quelle lecture pour la Renaissance, acte 3. Ousseini, vous comprenez. Mais quelle lecture pour la Renaissance acte 3? Je vais d'abord partager avec Lirwana que moi, je n'ai pas vu l'opportunité de ces élections. On dise que c'est des tests qui ont été dans ce pays, n'est-ce pas? Qu'on en fasse, comment veut dire, un machin, une urgence jusqu'à les organiser. Moi, je dis quelque part, pour démontrer quoi? Pour démontrer quoi? Parce que quand on voit comment fonctionne aujourd'hui l'Assemblée nationale,
Ce n'est pas l'apport de ces 5-là qui va changer fondamentalement quelque chose par rapport aux attentes des Nigériens, n'est-ce pas? Ils ne vont pas venir changer grand-chose dans la façon dont ce que nous avons actuellement au niveau de l'Assemblée, leur façon de travailler. Et ils sont même qualifiés de caisse de résonance parce que tout simplement, tout ce que le gouvernement envoie, ça passe sans discernement et tout et tout. Alors quand les 5 vont venir s'ajouter, ça va changer quoi? Quand les gens sont à l'hémicycle pour montrer qu'ils sont juste des députés, mais ils ne sont pas là pour défendre forcément les intérêts du peuple, plutôt qu'ils sont là pour défendre les intérêts du gouvernement. Moi, je ne vois pas, en tout cas, la plus-value de ces élections-là. Mais maintenant, ceci étant dit, quand on a vu un peu l'engouement, surtout au niveau du principal parti au pouvoir, où ils ont dépêché. Tout à l'heure, Liran a parlé d'un cadre, un responsable de l'administration, qui s'est permis d'aller pas de campagne pendant qu'on était dans des difficultés au niveau de son service. Je vais parler notamment de la Nigélec. Alors, on était en pleine coupure et tout et tout. Bon, il ne s'est pas soucié de revenir pour voir dans quelle mesure le problème peut être. Ça veut dire que véritablement, quand on voit ces choses-là, on s'est dit quelque part, eux-mêmes se sentent qu'ils ont senti que ça n'allait pas. Il fallait aller à renfort pour pouvoir démontrer qu'ils ont, comment avait dit, ils ont connu une certaine croissance entre les élections générales et ces élections-là. Il y a une, comme avait dit, j'ai entendu de son où ils disent qu'ils vont rafler tous les 5 sièges, n'est-ce pas? Ou à tous les moins, au moins s'en sortir avec 4 sièges. Mais les hommes ont démontré le contraire. Ça dénote tout simplement que, quelque part aujourd'hui, même au niveau de la diaspora, ils sont en perte de vitesse. On ne parle pas d'ici. Parce que la diaspora, c'est difficile de contrôler, parce que les gens, ils se connaissent, chacun sait qui est qui. C'est pas facile d'imposer. Et les gens, ils sont conscients par rapport à leurs engagements politiques. C'est pas comme ici où on peut structurer, on peut amener les gens à renoncer à leur parti politique au moyen, comme adhérer de la corruption et d'autres mécanismes. Là-bas, c'est pas possible. Et ça dénote un peu de ce que, si on doit faire des élections correctes, transparentes, n'est-ce pas? Même ici, localement, si on doit reprendre en 2000, si les choses se font dans la transparence, c'est que le ras-le-bol général là va s'exprimer dans les urnes. Mais malheureusement, il ne faut pas s'attendre à ça. Il ne faut pas s'attendre à une quelconque transparence dans le cadre des élections avec ces gens-là. Ils sont habitués à ce genre de pratiques et ils vont continuer parce que, coûte que coûte, quand bien même ça ne marche pas, ils tiennent à rester au pouvoir. C'est pour ça que je dis, bon, s'il y a des mécanismes que les opposants peuvent déployer dès maintenant pour que les prochaines élections soient des élections transparentes, ils ont intérêt à le faire dès à présent. Parce qu'attendre la dernière minute pour vouloir lutter, moi je dis, ça sera peine perdue. Merci Ousseini. Nous venons d'accueillir donc Dr Amadou Bounti Diallo qui a fait son entrée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là finalement. Alors vous nous avez pris en cours. Il s'agit du premier sous-thème sur le vote de la diaspora. Qui a gagné le combat de la diaspora? Quel peut être votre premier développement par rapport à ce sujet, étant entendu qu'au moment où nous parlons, les résultats sont connus et quelques réactions d'ailleurs sont enregistrées de part et d'autre. Vous savez que le PNDS a quand même publié un communiqué assez triomphaliste où il considère que l'opposition a subi une défaite violente, que finalement c'est pas ce que l'opposition croyait, que finalement le parti au pouvoir sort vainqueur de ces élections-là, alors qu'il était en cas dans ses projections, je pense qu'il devrait établir soit sur l'intégralité des 5 sièges, tout comme les autres partis, ou au minimum 3. Et vous avez suivi aussi la déclaration de Hama, qui semble être déçu des résultats, hein, parce qu'il dit que quand nous tenons des meetings, il y a affluence, mais au niveau des urnes, quand on dépouille, on se rend compte que les résultats attendus ne sont pas, en tout cas, au niveau de nos espoirs. Bon, c'est vous dire que ces élections ont au moins donné l'occasion de savoir qui est qui. Ça veut dire que si le même type d'élection a lieu sur le territoire national, le PNDS ne serait pas majoritaire. C'est ce que ça signifie. Et rappelez-vous que même si le PNDS crie qu'il a la majorité à l'Assemblée, cette majorité-là est issue du braquage d'urnes, surtout dans la région de Tawa où il a fallu des Kalachnikov pour augmenter 1 million de voix pour permettre donc à Bazoum de pouvoir passer.
C'est vous dire que, moi, de mon point de vue, en tout cas, ces élections, au moins, auront démontré qu'au niveau de la diaspora, et éventuellement peut-être, ça a permis au PNDS de jauger un peu, en tout cas, son impopularité. Parce que, voyez-vous, le président du parti a sillonné pratiquement tous ces pays-là, toutes les grandes capitales et certaines villes de ces pays, et malheureusement, le résultat est là. Je crois que le résultat, quoi que le communiqué du PNDS dit, communiqué triomphaliste, il est clair que, en tout cas, ce n'est pas ce qu'eux, ils attendaient. Moi, j'étais à la dernière réunion avec la CENI au titre donc de voir. Ces gens-là, ils étaient sûrs de leur fait. C'est-à-dire que, bon, pour eux, les autres partis ne viendraient que pour faire la figuration. Ils ont tout préparé, surtout qu'ils ont les moyens. Voilà, mais malheureusement, sur les 5, ils n'ont reçu que 2 députés. En tout cas, ils n'ont obtenu que 2 députés. Moi, je me dis que ça doit leur donner à réfléchir. Moi, je ne suis pas tout à fait pessimiste comme quand il s'agit d'organiser les élections, dire que non, ils vont continuer à le faire. Ils vont continuer à le faire, pourquoi? Ils ne sont pas des super citoyens. La démocratie a ses règles. Vous dites que vous voulez vous appuyer sur des institutions fortes. Il faut que ces institutions-là soient issues d'élections démocratiques non contestables ou non contestées. Mais vous ne pouvez pas braquer des unes et nous dire que non, nous avons les mêmes valeurs démocratiques que nous partageons. Non, moi je ne suis pas pessimiste. Moi je crois que les Nigériens sont de plus en plus conscients que la gestion pendant les 12 ans-là nous a conduit dans un gouffre aujourd'hui. Rien que la semaine-là, pour payer les salariés, les pensions, le gouvernement a dû faire appel au marché de l'UEMOA pour prendre 44 milliards. Le mois passé, il a pris plus de 31 milliards. L'autre mois, il a pris, je crois, 55 milliards. Donc, c'est vous dire que, en réalité, c'est une gestion chaotique, confuse, qui fait qu'aujourd'hui, malgré les richesses naturelles du pays, malgré les minéraux, malgré l'or, malgré l'uranium, malgré le pétrole, le Niger est obligé, rien que pour payer. Ça veut dire que même ces engagements souverains, il ne peut pas les assumer. Donc, moi, je me dis que si véritablement nous sommes dans un système démocratique, les élections de 2026 vont avoir lieu. Et je ne pense pas que les gens accepteraient qu'ils trichent comme ils l'ont fait. Parce que tout le monde en a ras-le-bol. Eux-mêmes, je crois qu'on leur dit, tout à l'heure, je viens d'écouter comment on appelle ça, un appel d'un des militants du PNDS qui dit que, effectivement, les résultats sont décevants. Malgré le fait qu'ils aient mis des milliards, lui il parle même de milliards, il dit les prochaines élections, le PNDS risque de subir une défaite cuisante, tout simplement. Parce que, en plus, c'est que quand les gens sont dissidents, qu'est-ce qui se passe? On les minimise. Il dit le monsieur de Bassira, là, de Côte d'Ivoire, il dit voilà quelqu'un qui quand même pèse, même si aujourd'hui il n'est pas député, il a du monde avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, il est parti, mais il représente quoi? Il dit, mais en plus, il se retrouve dans une situation où les gens qui apportent les voix, on les néglige au profit de ceux-là qui ne représentent rien, mais qui ont les oreilles de ceux qui sont autour du pouvoir, ou qui sont autour du comité exécutif. Donc, moi, je me dis que, sincèrement, ces élections-là ont démontré que le PNDS n'est pas aussi majoritaire que ouais, c'est vrai, les commentaires font montrer assez concernant les commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit des militants du PNDS ou bien d'autres partis politiques. Et c'est le lot quotidien sur ces réseaux sociaux où on peut entendre des commentaires de tout genre. Les résultats proprement dit et les réactions justement de quelques partis politiques, notamment les 2 principaux partis antagonistes dans le cadre de ces élections, les résultats l'ont démontré, le PNDS Taraya et le Lumana FA, la proclamation des résultats par la CENI et les réactions à chaud de ces 2 partis politiques. Je propose tout cela dans ce reportage de Abdelaziz Mamadou, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. Au total, 103 164 Nigériens issus de 600 bureaux de vote parvenus à la CENI ont voté ce 18 juin à l'occasion des élections législatives partielles de la diaspora. Le nombre de suffrages exprimés valables est de 96 242 voix pour un taux de participation de 50,25%. La répartition des 5 sièges s'est faite entre le PNDS, le Modern FA Lumana Africa et le MNSD Nassara. Le MNSD Nassara, 13 493, soit un siège au titre de la répartition
à la plus forte moyenne et un siège en tout. Modem et Farlumana, 21 117. Un siège après la vérification, un siège attribué au titre du quotient électoral, un deuxième siège au titre de la plus forte moyenne, soit en tout 2 sièges. Le PNDS Taraya, 30 754 voix, soit par le biais de la répartition au quotient, un siège par le biais de l'attribution à la plus forte moyenne, ce qui lui fait en tout 2 sièges. Le PNDS Taraya a certes perdu un siège, mais conserve la majorité au niveau de la diaspora avec 3 sièges sur les 5. Zakari Oumarou s'est réjoui. À l'issue de ces élections-là, la majorité présidentielle a été renforcée. Vous avez vu, il y en a qui peuvent peut-être penser à une certaine débâcle du PNDS. Non, il n'en est rien. Le PNDS est premier dans 11 pays sur 14. Et la majorité présidentielle, en tout cas, est première au niveau de 13 pays sur les 15. Et s'en sort avec 3 sièges sur les 5. Bon, un siège a changé de camp. Ça procède de l'élargissement et du renforcement de la majorité présidentielle. Vraiment, nous nous réjouissons beaucoup et nous félicitons tous les partis politiques qui, à l'extérieur, ont montré quand même qu'ils sont présents. Côté Modem Farlumana Africa, malgré les conditions d'organisation de ce scrutin, Kimba Karimou affiche une certaine satisfaction d'avoir conservé les 2 sièges comme lors de la dernière législature. Nous aurions voulu avoir plus parce qu'il n'est pas un secret que Lumana est le plus grand parti à l'extérieur du Niger. Donc, on aurait espéré plus. Mais c'est ce que Dieu a voulu. Nous ne pouvons que lui rendre grâce et profiter de l'occasion pour dire aussi merci à tous les partis amis qui ont apporté aussi leur contribution à ce résultat. Donc, nous disons aussi merci à toutes les militantes et à tous les militants du Modem Farlumana, ainsi qu'à toutes les équipes techniques qui nous ont permis donc d'obtenir ce résultat. Les 7 autres formations politiques engagées lors de ce scrutin du 18 juin dernier, à savoir Amen Amen, MPN Kishinkasa, MPR Jamouria, PJP Doubara, PNPD à Kalkassa, PSD Bassira et UPRD Kandegomni n'ont pu décrocher aucun siège sur les 5 en compétition. A noter que c'est la 2e fois que des élections législatives partielles sont organisées au Niger après celle de 2011. Cela peut susciter chez vous. Vous avez entendu la réaction des 2 partis? Oui, j'ai entendu la réaction des partis, mais malheureusement, ça continue au Niger. Les partis politiques assument seulement la fonction électorale, alors que au regard de la loi portant charte des partis politiques, statut des partis politiques, les partis politiques ont des fonctions, notamment de la formation des citoyens et de leurs militants. Ils ont une panoplie de responsabilités et de missions que la loi nous a assignées. Mais très malheureusement, on se rend compte qu'il y a une seule personne qui a assigné la mission électorale. Bien que nous avons parlé du contexte tout à l'heure là, c'est vrai que ce n'est pas la priorité et ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas face à un gouvernement qui a des difficultés à passer des lois du fait qu'il n'a pas une majorité. Là où nous sommes, nous avons une majorité confortable. Donc, nous sommes toujours dans cette dynamique, malheureusement, des élections tout le temps. On finit les élections, on envisage d'autres. C'est comme ça. Nous étions sortis il y a 2 ans. Alors, ce qu'il faut, au moins pour capitaliser les expériences, c'est de relativiser pour
savoir dans l'avenir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que, très sincèrement, je vais vous dire la vérité. Il est très difficile de battre le PNDS là légalement. Parce que eux, ils ne jouent pas avec la légalité. C'est ça le problème. Comment voulez-vous que quelqu'un qui part suivre les opérations électorales avec ses deux mains dans une brousse, dans une campagne reculée, et qu'il se trouve face à une personne armée avec une arme à feu? Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc là, il faut voir comment s'en prendre, mon frère Bouti. Si on veut que ça marche, il faut utiliser les mêmes arguments et la même force. Tant que tu n'as pas la même force pour combattre, tu vas te déplacer. Eux, ils n'utilisent pas le droit, Et nous avons expérimenté pour suivre toutes les voies légales, aller jusqu'au hors du Niger pour porter le contentieux électoral. Mais malheureusement, on a espéré, mais malheureusement. Pourquoi malheureusement? Là où ça devrait être fait. Tu penses que quand tu pars aux élections, même si ça s'est mal passé, il y a une procédure pour attaquer et puis aller devant la Cour constitutionnelle. Les gars, ils prennent leurs frères, ils vont amener à la cour là. Il ne va rien te faire. Comment tu vas faire? Vous comprenez? Qu'aujourd'hui, il y a un manque de confiance par rapport à l'appareil judiciaire, que de telle sorte que, quelles que soient les élections qui vont se passer là, si c'est encore le même monsieur là qui va rester à la Cour constitutionnelle, donc autant chercher une autre solution qui est la voie légale d'attaquer les élections devant une juridiction. Tout à l'heure, Boun te disait que il y a un militant du PNDS qui a adhéré à Bassira et qui a basculé les choses en Côte d'Ivoire. Mais bon, tu sais ce qui s'est passé est très grave. Ce monsieur-là, il est de la région de Tawa. On lui reproche, lui, d'être traître. Et ils ont dit ouvertement pourquoi même il y a d'autres partis qui vont venir compétir avec eux. En 93, si proche, ils ont dit il n'y a aucun parti, il n'y a personne même, il n'y a aucun leader parti politique qui part en Côte d'Ivoire si ce n'est pas Mohamed Issou. Donc, eux, ils considèrent déjà, quelque part, du moins en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre Nigérien qui puisse militer si ce n'est pas quelqu'un de la région de Tawa et le parti politique de Tareya. Et mieux, il y a un militant de Belgique qui a passé un autre. Oui, mais maître, ce que vous dites, on voit bien que malgré tout ce que vous dites, quand il y a des élections, et cela s'est vérifié en partie avec celle de la diaspora, mais il peut perdre aussi. Mais écoute, les messieurs l'ont menacé. Oui, c'est pour vous dire que c'est la force qui joue. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, non, mais j'ai dit, le monsieur... Je dis, ces élections-là démontrent pas, pourtant, malgré tout ce que vous dites, que c'est possible que les autres partis gagnent aussi. Oui, c'est possible que les autres gagnent. Là, et dans la légalité. Non, là, c'est parce que c'est hors du Niger. Même maintenant, il y a un contentieux. J'ai écouté quelqu'un dire que sur le deuxième siège du PNS, il doit y avoir une réclamation de Jamboria ou si je ne sais pas quoi. Moi, j'ai été constitué par deux partis politiques. Avant les élections, j'ai conseillé au cours de ces élections-là. Au cours de ces élections. Les élections partielles législatives. Oui, les élections partielles législatives. De la diaspora. J'étais avocat constitué pour conseiller un parti politique pour ces élections de la diaspora. Je devrais même être sur le plateau de l'ORTN pour tenir leur discours. C'est une position d'avocat. Et malheureusement, j'étais en voyage. Ensuite, après les élections, il y a un autre parti qui m'a contacté pour attaquer les élections. Je lui ai dit, non, vraiment, ce n'est même pas la peine. Je lui ai dit, ce n'est même pas la peine. Il faut préparer l'avenir pour se défendre sur le terrain. Si les gens vont amener des armes à feu, braquer les urnes, il faut qu'on s'entende et qu'on s'arrange pour savoir comment se prendre. Comment se prendre. Alors, je voulais te dire qu'il y a un militant du PNDS de la diaspora en Belgique qui a attiré l'attention. Il a dit, écoutez, ces élections-là viennent de nous montrer que... Sur les réseaux sociaux, non? Sur les réseaux sociaux. Viennent de nous démontrer que la base n'est pas avec nous, Tareya. Il a dit ça. Il a dit, faisons attention. Même aux élections passées, il a dit, Ousmane n'a pas fait campagne. Mais vous avez vu ce qu'il a eu. Il était chez lui, il n'a même pas fait campagne.
C'est nous qui nous sommes arrangés. Dans la région de Tawa, nous avons fait ce que nous avons fait. Mais il dit que cette fois-ci-là, il ne pense pas que cela peut se passer comme ça s'est passé en 2021. Donc ce que je voulais dire ici, c'est qu'il ne faut pas que nous comptons sur les moyens de droit pour vraiment arracher quelques droits que ce soit en matière électorale. Il faut que nous soyons sur la même préposition d'esprit. Merci. C'est le mieux de penser qu'on puisse donner aux gens. Sinon, on va être surpris. Quand ça vient d'un juriste, quand même, d'un avocat, mais c'est clair. C'est assez surprenant. Mais c'est clair. Nous sommes dans un pays de droit. C'est clair parce qu'il n'y a pas espoir avec, en tout cas, celui-là qui va à la Cour constitutionnelle. Et celui qui va venir là, après lui parce qu'il est à la retraite, nous savons déjà celui qui est en parcours pour aller à la Cour constitutionnelle. Merci, maître. Tant que tu vas dire que tu vas prendre ton frère, tu vas le nommer juge et qu'il va juger ton contentieux. Mais là, ça ne va pas. Il faut qu'on se rende compte que ça ne va pas. Merci, maître. Oui, docteur, c'est quoi votre réaction? Vous avez entendu les réactions. Avant d'arriver à vous, d'ailleurs, je propose de suivre cette autre réaction. Il s'agit de celle du troisième parti qui a gagné un siège au niveau de ces élections, c'est le MNSD Nassara. La réaction est recueillie par notre camarade de la rédaction, Sidou Kouarouna. Le MNSD Nassara, 13 493, soit un siège au titre de la répartition à la plus forte moyenne. Les élections de la diaspora, dont la proclamation des résultats vient d'avoir lieu, a mis en lumière la nouvelle révélation du scrutin de cette 9e région du Niger. Il s'agit bien entendu du Mouvement national pour la société de développement. Le MNSD Nassara s'est classé en 3e position avec un député derrière le PNDS Tareya, 2 députés, le Modem Efalumana Africa, 2 députés. Une percée du parti des Baobab dans un domaine électoral longtemps resté la chasse gardée du PNDS Tareya et du Modem Efalumana qui s'en sont toujours sortis avec respectivement 3 et 2 députés. Pour Ousseini Salatou, un fervent soutien du MNSD Nassara, cette victoire ne traduit qu'une seule chose, l'éveil de conscience des électeurs qui entendent désormais revenir à la maison après des moments d'égarement. Le MNSD revient de très loin. Vous vous rappelez qu'aux élections de 2016, en tout cas comment ça s'est passé, et que le MNSD, ce grand baobab, qui n'a pas pu véritablement implanter ses racines, en tout cas au niveau de la diaspora, pour avoir un député en 2016. Un travail de fourmi a été fait, très organisé, et les mentalités ont commencé à changer. Et nous remercions, vraiment je profite de l'occasion pour remercier les électeurs de la diaspora, les militantes et militants du MNSD et de l'APR, de la diaspora, qui ont compris qu'il faut reconstruire le MNSD, il faut faire renaître le grand baobab. Et ce qu'ils ont vraiment tenté de faire, malgré en tout cas toutes les adversités que nous avons rencontrées, les gens sont revenus vers nous. Les résultats que nous avons eus sont des résultats propres. Avec un peu plus de 13 000 voix, le MNSD Nassara entend désormais jouer sa partition sur la scène politique nationale, comme au bon vieux temps. Pour Ousseini Salatou, le combat ne fait que commencer. Le parti du Baobab continuera l'éveil de conscience dans un seul but, réunir la grande famille du MNSD Nassara qui a fait le bonheur du Niger durant des lustres. C'est véritablement un déclic, parce que, comme je le disais tantôt, le MNSD revient de très loin, c'est un déclic. Le MNSD a été l'objet, en tout cas, de beaucoup de diffamations, aussi bien de la personne du président du MNSD que du parti lui-même. Beaucoup de critiques ont été faites. Les consciences collectives de la diaspora ont été traumatisées et détournées pour avoir une image négative du MNSD Nassara. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre qu'il faut revenir à la réalité, il faut venir à la vérité, et la vérité c'est le MNSD. Le toit du MNSD, c'est toujours le monde rural. Et nous avons fait ce monde rural parce que la diaspora, ce n'est pas ceux qui vivent dans les grandes villes. Il faut aller dans les campagnes. Il y a des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs. Et nous avons parcouru ces campagnes, nous les avons vus et nous ont dit oui. Nous avons fait des erreurs et nous revenons à la maison. Je vous le jure. C'est un travail magnifique qui a été fait. Et les gens sont rappelés des grands temps du MNSD
Et ils ont promis de revenir, ils sont revenus. Le résultat est là, on l'a déjà vu. Nous allons continuer à entretenir des rapports avec ces gens, continuer à les sensibiliser pour, en tout cas, les années à venir, pour les échéances à venir. Conscient du défi à relever et tout en remerciant les électeurs et tous les partis de l'APR qui se sont battus pour cette victoire, Husseini Salatou les a invités à se mobiliser davantage pour d'autres victoires encore plus éclatantes à venir. C'est le jeu de cache-cache. C'est un arrangement, ça. Albadé ne dépasse d'un député, non? Non, sur le total? Sur le total? Non. Oui, Albadé le dépasse d'un député, mais maintenant, lui, le MSD et les Japonais, ils sont à égalité. Et vous savez que celle ici, il est là à l'Assemblée nationale, ce n'est pas au titre d'une quelconque majorité, c'est au nom d'un équilibre ethnique. C'est ce que j'ai toujours contesté. Non, on parle Albadé est au chômage aujourd'hui, il est au chômage politique. Non. Veuillez vous ramener toi, c'est pas... Même le principe là, c'est pas un équilibre ethnique, mais plutôt régional, on parle d'équilibre régional. Et ça aussi, c'est pas écrit, hein, c'est dans les rapports, dans les négociations. Oui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, parce que le PNDS allait quand même changer ça les n'a pas commencé aujourd'hui. Non, mais ça n'a pas commencé maintenant. Moi, personnellement... Et c'est sûr que c'est parce que ça a arrangé tout le monde. Hein. Moi, j'ai pas vu grand monde qui dénonce ça. C'est parce que ça a arrangé tout le monde. Mais là, quand au niveau aussi des choses, il faut le dire. Merci, on vous a déjà passé. Oui, enfin, chacun tire la couverture vers soi, notamment les trois principaux partis. Chacun a dit qu'il a gagné parce que, voilà, les arguments sont différents, mais c'est le même discours. Oui, mais moi, j'aurais quand même voulu que ce soit quelqu'un du MND qui parle, et non un allié. L'allié est devenu beaucoup plus royal ou loyal que le MND lui-même. Donc, il faut reconnaître quand même que le MND, sûrement, ne s'attendait pas à ce résultat-là. Même s'il dit que c'est un travail de profondeur, vu les moyens qui ont été déployés par le parti majoritaire, le MND n'espérait pas tant. Maintenant, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que s'il y a des gens qui diffament le MND, ce ne sont pas les partis de l'opposition, c'est le même parti avec lequel il fait un bout de chemin ensemble, en l'occurrence le PNDS. Parce que, rappelez-vous, lors du dernier congrès du PNDS, le PNDS a dit qu'il ne peut pas aller aux élections de 2026 avec beaucoup d'alliés. Dans les résolutions, ça a été très bien dit. Donc ça veut dire que, en réalité, bien qu'ils soient ensemble, le MND, le PNDS, Djamhouria et autres, le PNDS travaille à couper l'herbe sous le pied de ces partis-là pour qu'aux prochaines élections, ils aient le moins de députés possible pour ne pas peser peut-être dans le partage des postes de Marocains, c'est-à-dire les postes ministériels. Moi, c'est ce que j'ai un peu compris. Je pense quand même que ici, dans le cas de la diaspora, il faut reconnaître que le MND est un très vieux parti. Le MND est implanté un peu partout. Hein. C'est maintenant qu'on c'est pas aujourd'hui que l'implantation a lieu, même si c'est des gens qui sont au MND souvent depuis 2 ou 3 décennies, mais qui n'ont pas eu peut-être l'occasion d'exprimer valablement leur suffrage. Cette fois qu'ils ont l'occasion, voilà ce que ça donne. Au moins, le MND se retrouve avec un député au niveau des 5. Je pense qu'il faut s'en féliciter, même si le MND n'est pas dans l'opposition. Peut-être que ça permettra au MND de peser au niveau au moins des choix et autres. Moi, je me dis, quelque part, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en réalité, les partis politiques qui concourent au niveau des élections ne forment pas les militants. Je suis désolé de constater que, en réalité, on laisse les militants aller pratiquement vers le sentiment. Alors que la politique, c'est d'abord la raison, c'est la rationalité. Ce n'est pas le sentiment. Ce n'est pas parce que X est de ma région que je vais voter pour lui. Non. Quelle est la proposition qu'il fait par rapport au développement du pays? Quel est le programme qu'il présente par rapport au développement du pays? Or, vous remarquez que dans le cas des élections, surtout au Niger, moi je dis par ailleurs, le plus souvent, les militants on ne présente même pas de programme aux militants. Non, c'est autour du charisme de quelqu'un qui est de la région
ou quelqu'un qui au niveau national a un charisme, on dit bon, mettez-vous autour de lui, votez pour lui. Moi je n'aime pas tellement le terme ethnique ou communautaire ou même régional. Mais on se rend compte que, en tout cas, les gens misent plutôt sur le charisme d'individus issus des contrées. Par exemple, quand vous prenez Issoufou, les gens votent pour lui parce que tout simplement, autour de lui, il développe un certain charisme, qu'on le veuille ou non. Même quand il était dans l'opposition, moi j'étais, je crois, 5 ou 7 fois à Tawa avec lui. On allait en cachette, mais on allait vers la fin ouvertement. Mais je me rends compte que le discours tribal n'était pas développé au moment où nous, on était avec lui. On n'a jamais entendu. Mais depuis que le PNDS est venu au pouvoir, le discours a changé du tout au tout. Moi j'ai été, je le dis, 7 fois au moins avec lui à Tawa. On n'a jamais entendu un militant sortir tenir ce genre de discours-là. Mais je suis surpris aujourd'hui que le parti au pouvoir accepte que les militants expriment ce genre de sentiments. Oui, moi je suis surpris. Parce que si quelqu'un connaît tout, c'est bien moi. J'ai été avec lui sur le terrain pendant qu'il n'était pas au pouvoir. Je l'ai côtoyé pendant qu'il était au pouvoir. Moi je suis surpris que lui, il accepte ce genre de discours. Je suis surpris que Fumko accepte ce genre. Parce qu'on n'a jamais dans les campagnes-là, on a tenu ce genre de discours-là. Je me rappelle le dernier discours auquel j'ai participé quand il était dans l'opposition, c'est Aloga. Il a dit, moi... Aloga, ça c'est de la région de Dosso. De Dosso. Il dit, moi, la promesse que je vous fais, c'est que je ne fais pas dans la démagogie. C'était à Sargedi. Je ne fais pas dans la démagogie. Pour arriver ici, nous avons mis entre Boubaléara et ici plus d'1 heure de temps. Je crois 39 km. Il dit, je veux bitumer la route là jusqu'à Douchi. Mais il n'a jamais parlé ethnie. Il n'a jamais parlé de région. Et les gens, vous avez vu, ont voté massivement pour lui parce que les gens croyaient. Mais aujourd'hui, la route est une réalité, je suis désolé. Oui, donc ce sont ces genres de promesses-là qu'on peut faire. Mais franchement, tenir ce discours, non, qu'est-ce que Namou? Après les élections là, même les subsides comme vous distribuez, l'État lui-même aujourd'hui vit de crédit. Comment tu vas venir vouloir imposer une vision totalement subjective au niveau donc... Moi je vous dis, moi je suis surpris, je suis carrément surpris que le PNDS accepte ce genre de discours parce que j'ai été sur le terrain avec le PNDS 7 fois, je me rappelle, à Tawa, 3 ou 4 fois dans la région de Dosso, mais je vous dis que ce genre de discours, Issouf ne l'a jamais tenu. Aucun militant n'osait tenir ce genre de discours-là quand Issouf était dans l'opposition. Et pourquoi accepter aujourd'hui, parce qu'on est au pouvoir, que les gens développent ce genre d'idées-là et ouvertement sur les zones, ouvertement sur les réseaux sociaux, on ne les punit pas. Moi, je suis surpris. Absolument, absolument. Merci maintenant. Je suis surpris qu'une fois au pouvoir, qu'on développe ce genre de... C'est un peu avant le pouvoir, vous n'avez plus la parole. C'est pour le complet. Ousseini, finalement, c'est la question que je posais à Bounti, même s'il est allé au-delà. Finalement, qui a gagné ces élections? Finalement, qui a gagné ces élections? Oui. Je ne sais pas qui a gagné. On a fait des élections, il y a 5 sièges à combler. Les gens ont dépensé de l'argent. Ça dénote tout simplement d'une chose. Comme l'a dit tout à l'heure Lirwana, la seule fonction que les partis politiques exercent, c'est l'élection. Ça se résume à ça. Les véritables préoccupations des populations, ce n'est pas leur souci, ce n'est pas leur tasse de thé. N'est-ce pas? On est dans cette situation-là. Parce que moi, je me dis, un pays ne fonctionne pas sur la base d'élections. Surtout quand on amène des gens qui sont là, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là pour défendre les intérêts du peuple. Ils s'appellent députés nationaux. Ils sont là pour défendre les intérêts. On fait passer n'importe quelle loi à l'Assemblée. Aujourd'hui, tout le monde s'agit, j'ai gagné. Mais vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Ça va changer fondamentalement quoi dans le quotidien des Nigériens? Moi, pour moi, bon, on a réparti des sièges entre les partis politiques qui sont sur le terrain, avec un peu de moyens et avec un peu de conviction aussi, et le parti principal au pouvoir, comme à son habitude, et aller faire la même chose, braquer, ou du moins tenter de frauder, parce que là-bas, c'est difficile de braquer. On peut tenter de frauder, on a vu dans les images, on a vu
comment vais-je dire, un monsieur qu'on a pris au Ghana, qu'on est venu mettre dans un véhicule de la police là, ça montre un peu que même à l'extérieur, on veut amener ce genre de pratique, on peut amener ce genre de pratique. Moi, je me dis, est-ce que la démocratie doit se résumer à ces choses-là? À mon sens, non. Parce que c'est de l'escroquerie à ce moment, n'est-ce pas? Si on doit juste mettre de l'argent pour faire venir des gens qui sont incapables de défendre les intérêts des citoyens, n'est-ce pas? Qui sont incapables même de s'exprimer par rapport à la cherté de la vie, par rapport à la crise sécuritaire. Des gens qui sont prêts à accepter qu'on amène des troupes étrangères pour nous occuper des régions entières du pays. Ils sont là assis, ils se disent députés nationaux, ils servent à quoi? Ceux qui vont venir là, ils vont porter, comment dire, les préoccupations de la diaspora. Quelles préoccupations de la diaspora ils vont machiner? Ceux qui sont là à l'interne, qui sont des députés, en tout cas qui sont issus d'un certain nombre de régions, les régions ont des difficultés, il faut quoi pour changer les choses? Qui a gagné quoi? Qui a perdu, il faut dire? Qui a perdu? Alors, moi, je pense que je résume plutôt en termes de, pas de gain, mais en termes de perte. Alors, le journal L'Enquêteur du 22 juin insiste sur ces élections en parlant de débâcle législatif de la diaspora, le PNDS dans des sables mouvants. Débâcle législatif de la diaspora, le PNDS dans des sables mouvants, titré L'Enquêteur dans sa parution du 22 juin. Sauf que selon le Nouveau Républicain, l'opposition non plus ne s'en tire pas malheureusement à très bon compte, que ce soit à la diaspora ou à l'intérieur du pays. Le Nouveau Républicain titre en ces termes, l'opposition nigérienne, une force en voie de disparition. L'opposition nigérienne, une force en voie de disparition. Le journal insiste même, en particulier, sur le principal parti de l'opposition, le moderne FA Lumana, en titrant « Lumana bat de l'aile ». Lumana bat de l'aile. Alors, maître, c'est vrai qu'on peut dire que, enfin, comme nos confrères l'ont dit, peut-être que ces élections ont montré un peu que le PNDS peut, sur le plan électoral, être confronté à de sérieux problèmes. Peut-être que c'est un géant au pied d'argile, c'est ce que certains de nos confrères ont dit. Mais en face, l'opposition également n'est plus une foudre de guerre depuis quelques années. Et le Nouveau Républicain dit même qu'elle est une force en voie de disparition. Et pendant ces élections partielles législatives dans la diaspora, en dehors de Lumana, les autres partis politiques qui ont participé à ces élections, notamment Amin Amin, Doubara et autres, n'ont pas beaucoup émergé. Oui, c'est vrai. Vous savez, les élections au Niger, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur, ça coûte. Et ça a besoin de mobilisation et de moyens. Et vous savez pertinemment que tel que les choses se passent, les militants des partis politiques n'ont pas encore cette culture de la prise en charge du parti. Très malheureusement, toutes les dépenses sont retombées sur le leader du parti, celui qui finance, qui fait tout à peu près. Et malheureusement, le parti devient sa chose. Il y a ce problème. L'opposition, même si elle va de l'aile, ce n'est pas l'opposition seulement. Et je pense que les raisons que l'opposition a avancées, que moi j'ai écoutées, si elles peuvent être justifiées, du fait qu'elle a choisi une option d'accalmie, disait-elle, du fait de la situation d'insécurité qui est dans le pays. Et si elle a des déclarations, elle fait les déclarations qu'elle fait, mais en dehors de l'opposition, il y a encore ce que nous appelons la société civile aussi, qu'on n'entend plus comme on n'entend pas l'opposition. Donc là, c'est de poser la question de savoir, mais pourquoi? Parce que en termes d'opposition, il n'y a pas que d'opposition politique. Il y a les acteurs de la société civile aussi qui jouent un rôle de contre-poids, de dénonciation et de critique sur la gouvernance. Il n'y a pas que l'opposition, il y a la société civile aujourd'hui qu'on n'entend plus. Pourquoi? Il
faut chercher les raisons. Mais les raisons sont simples, les Rwandais. Oui, il finit. Ils sont intimidés. Il finit. Ça dit, il va accepter. Non, laisse-moi venir. Moi, je lui réponds. Je vais lui répondre. Mais je dis, on voit un peu ce qui s'est passé. Systématiquement, on interdit les manifestations pacifiques de rue. Depuis pratiquement 2018. Quand les gens insistent, ceux qui font beaucoup, qui s'agitent beaucoup, on trouve un mécanisme pour leur coller quelque chose. Alors, on n'arrivait pas à ce mécanisme d'intimidation-là à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de voix dissidentes. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Alors que c'est une violation, ces pratiques-là. Empêcher la manifestation de rue, c'est constitutionnaliser. L'argument qu'on avance, il risque de trouble à l'ordre public. Ou il risque d'infiltration. Comme si ce n'est pas les mêmes acteurs d'hier. Quand ils étaient dans l'opposition, ce n'était pas avec les mêmes acteurs qui faisaient les mêmes marches. Comme si ces acteurs-là, aujourd'hui, ils sont devenus tellement inconscients que quand ils vont sortir, ils vont faire des casses. Voilà un peu la situation. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Oui, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Ça c'est peut-être. Oui, en partie, ça c'est peut-être des raisons exogènes, extérieures aux structures de ces organisations-là, qu'elles soient société civile ou organisations politiques. Les partis politiques de l'opposition, beaucoup d'entre eux ont des problèmes à l'interne qui n'arrivent pas à gérer et qui réjaillissent sur leur score au niveau des élections. C'est tout à fait normal. Par exemple, on a vu récemment, au niveau des élections de la diaspora, le problème auquel le MAN a fait face, par exemple, au Ghana, notamment c'est un problème interne. Ça a dû certainement jouer dans leur score au niveau de cette région, mais il n'y a pas que ce type de problème. Oui, mais moi je vais tirer la conclusion sur... Et c'est certainement parce que ces partis-là sont à l'opposition, qui sont peut-être confrontés à ce genre de difficultés. Mais qu'est-ce que ces partis font pour dépasser ces difficultés, justement? Quand le parti devient la chose du président du parti, est-ce que ça permet au parti d'avancer? Qu'est-ce que le parti fait pour que cela ne soit pas? Non, moi j'ai fait un constat, et je ne suis pas encore dans un parti politique pour savoir profondément, mais j'ai fait le constat, quand je le disais, que les dépenses sont prises en charge en majorité par le leader, et finalement, en fin de compte, le parti c'est comme sa chose. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, ce que les partis font, ce qu'ils devraient faire, j'allais dire, c'est de revenir sur leur statut en formant ce qu'on appelle en matière constitutionnelle les relais des partis politiques, c'est-à-dire former les formateurs et éduquer les militants, notamment les électeurs plus loin, pour qu'ils sachent que en réalité, le parti, c'est tous les militants qui doivent le prendre en charge. Et une fois que vous laissez une seule personne prendre en charge les dépenses du parti, c'est tout à fait naturel que la nature a horreur du vide. Il va considérer que, bon, c'est sa chose et il va décider comme il veut. Mais nous parlons ici du fait que l'opposition, comme les journaux l'ont titré, bat de l'aile. Et j'ai ajouté également qu'il y a la société civile également qui n'intervient plus. Mais ça, il ne faut pas que la majorité au pouvoir ou bien le parti politique au pouvoir se réjouisse de ça, que ce n'est pas une bonne chose pour notre démocratie, qu'on n'entende plus l'opposition comme si elle n'existe pas, ou comme si elle a été muselée. Moi, je pense que la vitalité de la démocratie, c'est de permettre à l'opposition d'exercer ses activités comme la loi l'a assigné et que les textes l'ont prévu, et également les acteurs de la société civile. Mais si quelque part nous végétons dans cette léthargie-là, c'est que quelque part c'est un malaise pour notre démocratie. C'est que la démocratie quelque part n'existe pas s'il n'y a pas d'opposition. Et donc c'est pour cela que moi je trouve que la majorité au pouvoir elle-même elle a intérêt pour qu'elle permette à cette opposition-là d'exercer véritablement son rôle comme la loi l'a défini. Oui, mais d'abord, l'Irwana. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, laisse-moi répondre à l'Irwana. Oui, mais sauf que c'est pas une question. Non, mais je vais dire, parce qu'il est en train de mettre un souhait, quoi, un vœu pieux. Normalement, c'est comme ça. Mais cette démocratie qu'on entend, leur souhait, c'est qu'il y ait cette stabilité, qu'on dise qu'il n'y a rien, il n'y a pas de contestation à l'interne, il n'y a rien. Alors, parce qu'il reflète une démocratie modèle à l'extérieur.
pas la satisfaction des citoyens à l'interne. Voilà un peu leur préoccupation. Ce n'est pas pour satisfaire les citoyens à l'interne, c'est pour satisfaire notre démocratie à l'extérieur. C'est une démocratie modèle où c'est calme, il n'y a pas de... C'est une fois ça a calmé. Mais bon. Oui, docteur Amadou Bonti Diallo. L'opposition nigérienne est une force qui est en voie de disparition. Le principal parti de cette opposition bat de l'aile, selon notre confrère. C'est vrai qu'il y a des arguments pour expliquer, genre ce que Hussein a dit, que c'est peut-être le refus, le fait de nier le droit à cette opposition politique, aux partis politiques de l'opposition, notamment des droits comme celui de la manifestation ou des réunions. C'est ça qui met les bâtons dans les roues de l'opposition, mais il n'y a pas que cela. Oui, mais vous avez vu, il y a des problèmes internes au parti, et ces problèmes internes au parti ont rejailli au niveau des résultats. Quand vous prenez Lumana, je crois que c'est le choix même des candidats qui a posé problème au point où, en tout cas, à Ghana, il y a eu de sérieux problèmes, et puis il y a des vidéos qui ont circulé. Donc il ne faut pas évacuer les problèmes internes. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous avez un appareil d'un parti, vous avez des gens qui gravitent autour de l'appareil du parti, et qui sont peut-être des obligés plutôt du président du parti que du parti lui-même, et le président pense qu'il peut faire de ce que mon... Apparemment, au niveau de Lumana, c'est ce qui s'est passé, même au niveau du PNDES. L'audio dont il est question là dit que quand il y a eu le début, au lieu de chercher à régler le problème, on a dit non, il peut s'en aller, il ne représente rien du tout. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à aller. Et le résultat, c'est que voilà, le PNDES a perdu un siège. Même si le monsieur n'est pas député, il a fait du mal. Voilà, donc il a fait beaucoup de mal. Donc souvent, ce sont des problèmes personnels ou internes au parti qui ont des répercussions peut-être même au niveau national. Vous savez, j'étais dans un comité, quand j'étais conseiller, qui a réfléchi justement sur le rôle de la diaspora au niveau de l'interne, au niveau du développement du pays. J'étais avec l'ambassadeur Moussa Aoudou Salela qui est décédé, et un certain nombre de personnalités. Et moi, de mon entendement, la diaspora n'a pas vocation à voter. Parce que la diaspora, c'est des Nigériens qui sont installés à l'étranger, souvent qui ont une nationalité qui n'est pas la nôtre, qui ont pris la nationalité à l'étranger. Maintenant, non, la double nationalité est venue après. Ils ont la nationalité du pays d'accueil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré le fait qu'ils réussissent à l'extérieur, ils pensent à leur pays d'origine. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont la volonté d'aider ce pays-là ou d'investir dans ce pays. Je vais vous donner un cas pratique, hein, parce que moi j'étais dans le comité. Le Yaware là, où on veut installer le camp militaire, tout ça là. Nous on l'avait répertorié comme étant un lieu où la mairie et le gouvernement devraient installer, si vous voulez, la diaspora. Aussi bien les logements que les lieux de travail. Je m'explique. Une partie devrait être consacrée à construire ou à aider la diaspora à construire des logements sur un modèle que le gouvernement proposerait et un endroit qui sera sécurisé par le gouvernement. Si maintenant éventuellement la diaspora veut mettre ces logements-là en location, il n'y a aucun problème. Maintenant, en ce qui concerne les lieux de travail, il y a des Nigériens qui... L'administration de la diaspora. Non, pas l'administration, la diaspora elle-même. Les gens vont venir, ils viennent pour leurs vacances, ils ont leur villa sécurisée, tout ça là. Voilà, s'ils repartent, ils la mettent en location ou des trucs comme ça. Mais l'État devrait leur fournir la terre. Il y a des Nigériens qui sont installés à l'étranger, qui ont des camions, des dizaines et des dizaines de camions, qui éventuellement voudraient les réimmatriculer ici. L'État leur offre des possibilités et leur offre le terrain. Voilà nous comment on a. Maintenant, les Nigériens qui n'ont pas la nationalité étrangère ou qui n'appartiennent, c'est ça les Nigériens à l'étranger. Quand ils ont des pépins, eux, c'est les ambassadeurs qui s'en chargent. Nous, voilà comment on a un peu perçu. Et pour nous, l'élément de la diaspora, s'il n'est pas homo economicus, il ne sert à rien. Je m'explique. Si vous prenez ces 5 députés-là, vous les rapatriez ici, ils vont venir, ils vont toucher des indemnités. En quoi ça fait avancer le pays? Tout au contraire, ils ne produisent rien, mais ils repartent avec ce que nous produisons ici. Vous comprenez? Maintenant, comment faire?
c'est faire en sorte que ces éléments de la diaspora-là soient des acteurs économiques. Que parmi eux, on pousse les partis à choisir peut-être les plus nantis, qui éventuellement peut-être n'auront même pas besoin des indemnités que l'Assemblée leur verse, qui auront juste peut-être besoin de leur macaron et de leur passeport, ainsi de suite. Mais pas des acteurs qui vont venir peser sur le budget de l'Assemblée en ne produisant rien à l'interne. S'ils n'ont pas d'entreprise installée chez nous, ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que nous produisons là qui les rapatrient à l'extérieur. Voilà un peu, voilà, donc j'ai raison en termes économiques. Et donc pour vous, en ce moment-là, il faut en amont faire la différence entre diaspora et Nigériens installés à l'étranger. Voilà, la diaspora n'est pas nécessaire. C'est des Nigériens qui peuvent ne même pas s'intéresser au Niger. Ils ont la nationalité américaine, anglaise, machin, mais qui sont d'origine nigérienne. Ils sont d'origine nigérienne, ils décident que, voilà, compte tenu des expériences et des fortunes ou des richesses, ils vont maintenant s'intéresser au pays et y investir. C'est totalement différent du monsieur qui quitte, je ne sais pas moi, ma colonie pour aller mendier en Côte d'Ivoire, qui en cas de difficulté peut être mis dans un bus par l'ambassadeur et renvoyé. Moi, il fallait déjà faire cette en plus, c'est qu'aujourd'hui, en termes même de... Bon, je ne parle pas de représentativité, moi je parle en termes économiques. Qu'est-ce que ces 5-là vont représenter pour nous? En réalité, ils vont vivre les deniers du Niger sans rien apporter. Parce qu'ils n'ont pas leurs activités principales ici. Peut-être qu'ils ont des entreprises à l'étranger. Est-ce que l'État les obligera à rapatrier leurs entreprises pour que, éventuellement, tout en étant des députés, qu'ils soient aussi des acteurs économiques afin de créer des emplois, tout ça. Donc moi, je me dis que ça pose véritablement problème. J'étais dans le comité, donc on finit avec quelques commentaires de ces spectateurs, puisqu'on a perdu 35 minutes avant le début de cette émission, qu'on ne peut pas rattraper, mais qu'on va essayer quand même d'amortir un peu. Et donc, ce premier message nous vient de M. Issoufou Ali. Il nous écrit de temps en temps. Il est ancien responsable du syndicat des travailleurs de la diplomatie là, au ministère des Affaires étrangères. Il dit, j'en sais quelque chose en parlant des juges. Il dit, tant que les juges, il parle des juges, tant que des juges courageux, intègres, honnêtes, sincères et dotés de l'honneur et de la probité morale nécessaire et surtout de la crainte d'Allah inébranlables ne seront pas placés à la tête des juridictions compétentes de notre pays, il ne faut pas s'attendre à une quelconque amélioration de la situation actuelle de notre pays. Je suis pratiquement convaincu que de Kountia à nos jours, la justice n'a jamais été aussi instrumentalisée que pendant ce régime injuste et imputable. Des juges relativement courageux et indépendants se sont métamorphosés et sont devenus méconnaissables pour se soumettre aux desiderata des hommes politiques et autres despotes du moment. Des despotes qui violent allègrement les textes et lois de la République en toute impunité. Il a raison. Bon, il a été un peu fort quand même. Oui, il a raison. Des propos assez non, il a raison parce que la rupture de la confiance, c'est ça qui est le problème. La personnalité du juge, elle compte beaucoup. Si le juge a très bien soigné sa personnalité, quelle qu'en soit la décision qu'il va rendre, elle va être acceptée. Mais si un juge n'a pas une personnalité soignée, mais même s'il dit la vérité, les gens ne vont pas croire. Et c'est très grave. Tout joue autour de la personnalité du juge. Et l'objectif d'une décision de justice, c'est de faire taire le problème. C'est de l'enterrer, c'est de régler le problème et que le conflit arrête. Mais aujourd'hui, tel qu'il l'a dit, nous avons de plus en plus où des décisions aggravent beaucoup plus la situation qu'en ne l'arrange. Tout simplement du fait de la personnalité des juges. Et c'est pour cela qu'il y a certains juges, au regard de leur personnalité, quand ils rendent une décision, les gens sont d'accord parce que la confiance est là. Donc, il faut que la confiance là soit recréée vraiment pour qu'on ait l'objectif, pour que l'objectif soit atteint, que la décision de justice amène une paix. Il faut que les juges corrigent leur personnalité. Vous voulez intervenir? Moi, ma conviction a toujours été celle-ci. D'abord, quand on dit la démocratie, il y a trois pouvoirs, l'exécutif. Moi, je pense que le principal
pouvoir dans une démocratie, c'est la justice. L'indépendance de la justice. Tout repose sur l'indépendance de la justice. Quand il n'y a pas d'indépendance de la justice, tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura dit, c'est faux. Quand on instrumentalise une justice, il n'y a plus. Parce que tout simplement, non seulement les citoyens sont frustrés, mais même les adversaires politiques sont frustrés par rapport à des décisions qui sont prises. On se retrouve dans cette situation aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait comment les choses fonctionnent. Alors je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Où on arrange. Il faut voir aux États-Unis, il faut voir en France, qui que tu sois, quand tu poses des actes répréhensibles, la justice peut t'atteindre, qui que tu sois. Ici, les gens, on les soustrait à la justice, on les met dans des... alors qu'ils ont produit des choses très graves. Est-ce qu'on peut fonctionner, on peut parler de démocratie à ce moment? Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand c'est une justice à double vitesse? Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que le premier pilier, le pilier fondamental, c'est la justice. Si on veut une démocratie viable, aux États-Unis, c'est comme ça, un peu partout, c'est comme ça. Le juge, tu ne peux pas, en politique, tu ne peux pas décider de la carrière d'un juge qui est trop petit. Mais le juge, il peut te détruire. Il peut détruire ta carrière. Pourquoi on ne peut pas? On veut faire la démocratie, nous. On n'a qu'à s'inspirer de ces modèles-là. Et on va voir si ça ne va pas marcher. On va voir si les choses ne vont pas être droites. On va voir si les gens vont détourner des milliards et aller se coucher chez eux parce qu'ils ont une coloration politique. N'est-ce pas? Pendant que des gens crèvent de faim, des choses comme ça. Ils savent, tout le monde sait que c'est comme ça. La justice doit être indépendante, les hommes qui sont là pour faire le droit, pour dire le droit. Parce que c'est ça d'abord. Le système repose sur le droit, non? Oui, tout à fait. Alors, mais quand on dit le droit, mais alors le droit doit avoir la primauté sur toute autre considération. Est-ce qu'on est dans ce schéma-là aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Oui, mais moi je pense que je suis entièrement d'accord avec Hussein. C'est-à-dire que la démocratie ne peut pas fonctionner si la justice ne suit pas. C'est-à-dire que dès que la justice, que le pilier de la démocratie ne suit pas, c'est que c'est une démocratie biaisée. C'est sûrement une démocratie, en tout cas, qui, de mon point de vue, a une existence plus ou moins... qui n'a pas d'existence. Boiteuse. Il faut nécessairement la justice. Oui. Mais le problème, c'est que vous constatez que, au-delà même de la justice, je crois que les citoyens ont de moins en moins même confiance aux partis politiques. C'est ça le drame. Oui. C'est-à-dire que, en dehors du vacarme qui est fait pendant les élections là, après tout le monde va qu'à ses occupations, il n'y a pas de formation civique, il n'y a pas d'éducation civique, il n'y a pas de regroupement des citoyens de temps en temps, au moins pour les informer de ce qui se passe, en dehors de quelques maires là que je vois à la télé, qui souvent à la fin de l'année font le bilan des actions. Vraiment, on se dit que bon, nous sommes juste là pour les élections. Une fois les élections achevées, chacun fait ce que bon lui semble. Je pense que ce n'est pas ça la démocratie. En réalité, la démocratie a besoin d'une surveillance permanente. Parce que l'homme, par définition, a tendance à vouloir imposer la force à l'autre. Surtout s'il considère qu'il a un certain pouvoir. Or, il n'y a que la justice pour équilibrer les relations entre les individus, parce que le plus fort pense qu'il peut en imposer au plus faible du simple fait de sa position. S'il n'y a pas de justice, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va imposer l'arbitraire. Et l'arbitraire conduit nécessairement souvent à des révoltes et souvent même à des bains de sang. Donc je me dis que sincèrement les juges ont une très 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 grosse responsabilité au niveau du système démocratique. Regardez en France. Moi je me rappelle d'une année où Chirac le président a été mis en cause dans une affaire. Et on dit, il y a des emplois de Paris là. Voilà, on dit, il y a mais après il a été jugé. Non, il y a un juge qui l'appelait, qui dit il dit non, moi je ne réponds pas à la convocation d'un petit juge. Lorsqu'il était président de la République. Mais ils ont fermé le dossier jusqu'à ce qu'il finisse son mandat. Maintenant, quand le juge le convoque, on dit il est sénile. Mais je crois que jusqu'à là, il n'a pas été jugé en présentiel. Il a été jugé par contumace, ou comment vous l'appelez. À chaque fois que le juge le convoque, ses avocats disent non, il est un peu de toc-toc, là, il a suivi son âge, machin, il ne se souvient plus de rien. Et là, quand même, oui. Le jugement a eu lieu, le jugement sur les emplois fictifs de la mairie de Paris. Les avocats ont trouvé toujours un motif pour dire que, compte tenu de son âge, il a même Alzheimer ou des troubles de mémoire, ainsi de suite. Donc ça veut dire que, sincèrement, si le juge joue son rôle véritable, la démocratie fonctionne.
Mais s'il ne joue pas son rôle, lui-même, il contribue à liquider la démocratie. Voilà. Deuxième sous-thème de Presse Plus qu'on va aborder très rapidement et c'est de passer, puisque s'il nous reste un peu de temps, j'aimerais qu'on parle de ce sujet qui est venu en fin de semaine, mais qui a fait le buzz, l'hymne national du Niger, donc qui a été voté en fin de semaine par l'Assemblée nationale. Cela a créé beaucoup de polémiques. Il y en a qui sont pour, enfin qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas. On essaiera d'en parler un peu à la fin de cette émission. Mais en attendant, je propose de suivre le résumé du deuxième sous-thème de Presse Plus avec notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Remaniement ministériel, l'épouvantail que Bazoum agite. Se fera-t-il, ne se fera-t-il pas? Décidément, le remaniement ministériel longtemps et plusieurs fois annoncé se fait toujours attendre. S'il est vrai que quelques réajustements ont eu lieu dans le gouvernement depuis avril 2021, date de l'arrivée du président Bazoum, il n'en demeure pas moins qu'un vrai et profond remaniement ministériel a longtemps été évoqué pour, dit-on, redresser la barre de la gestion gouvernementale qui ne serait pas du goût du président de la République. Sauf que le temps passe et rien ne se passe. Cette semaine encore, certains journaux de la place, souvent bien informés, parlent d'un très probable remaniement à venir, sans dire quand et avec quelle ampleur. Remaniement ministériel, est-ce finalement un épouvantail que Bazoum agite à sa guise? À suivre tout à l'heure le débat. Cette question à la fin du résumé de notre camarade Boubacar Amadou est la question qui préoccupe ou bien que beaucoup de Nigériens se posent. Le remaniement ministériel, on en a beaucoup parlé depuis avril 2021 depuis donc l'investiture du président de la République actuelle. Est-ce que finalement ce n'est pas un épouvantail que le président agite à chaque fois ou que ses partisans agitent à chaque fois? C'est une interrogation que l'on est en droit de se poser. Il s'agira cette fois-ci, selon certains de nos confrères, d'un remaniement en profondeur et qui aura lieu, mais sans dire quand, ni avec quelle profondeur ou avec quelle ampleur. Le journal Le Renouveau, un nouveau quotidien, de sa parution du 20 juin, a titré « Bazoum Mohamed va-t-il enfin remanier ?» Bazoum Mohamed va-t-il enfin remanier? Et vous le constatez, c'est une interrogation que le journal pose à sa une. Mais l'enquêteur, l'autre quotidien, cette fois, l'apparition du 22 juin, le journal, dans l'éditorial de ce journal, notre confrère fait cette déclaration. Bazoum a le devoir de se remanier lui-même. Bazoum a le devoir de se remanier lui-même. Vous savez ça? Remaniement quoi? Remaniement ministériel en vue, en perspective, tout ce que vous voulez, mais selon certains de nos confrères, cette fois, peut-être sera la bonne. La bonne par rapport à quoi? L'amélioration des conditions de vie des Nigériens? Non, le changement de gouvernement. Mais le changement va changer quoi? Mais c'est la même politique qui va continuer. Changer des hommes, amener celui-là, déplacer celui-là pour l'amener. C'est ça qui va changer le quotidien des gens. Ça va changer quoi? Moi, je me dis, c'est carrément toute la politique qu'il faut remanier. L'approche. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques publiques qui sont en train d'être mises en œuvre, est-ce que ça règle les problèmes des citoyens au quotidien? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pas on enlève un ministre ici, on le nomme à un autre poste ministériel, il va changer quoi? D'autant plus qu'il n'a aucun levier à main. Quand il prend souvent des ministères stratégiques comme celui de l'agriculture et de l'élevage, c'est à travers des projets que tout se joue aujourd'hui. Les initiatives 3N par là, machin par-ci, par-là. Les ministères deviennent des choses coquilles vides. Alors, ce n'est pas en remaniant en profondeur que les choses peuvent fondamentalement changer. Il y a eu tellement de structures parallèles qu'on a créées. Regardez ces histoires de trucs de régulation sectorielle. Ça fait que les ministères sont complètement dépouillés aujourd'hui. Est-ce que c'est en changeant l'Irwana, on enlève l'Irwana ici, on le met ici? Ça va changer quoi dans la vie du citoyen? C'est les politiques publiques qu'il faut changer.
en se posant des questions. Est-ce que ces gens, est-ce que tu vois, on fait même une évaluation, mais même quand ils font l'évaluation, quand la dernière fois, on dit tout est satisfaisant, je suis satisfait de tout le monde. Alors, à partir du moment où il dit il est satisfait de tout le monde, tu t'attends à qu'il les remanie, quoi, pour mettre qui? Parfois, ce sont les hommes aussi qui sont porteurs de changement, Ousseini. Les hommes porteurs de quel changement? Oui, avec... Dans notre système-là, dans notre système actuel-là, non, ils sont là juste pour exécuter les choses. Moi, je ne vois pas quel système, il peut amener quoi. Ils sont dans un carnaval. D'abord, même le carnaval a été mal ficelé, n'est-ce pas? Parce que les social, les aspects sociaux, on ne les prend pas en compte. Ou on les prend en compte juste sur le papier, mais dans la pratique, concrètement, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Aujourd'hui, imaginez la cherté continue de la vie qu'on connaît. La fête de Ramadan est arrivée. On a vu comment les prix ont flambé. Il y a un ministre du commerce, il y a tout un dispositif, une panoplie. Quand on voit un pays dans des pays de la sous-région, même ici, je ne sais plus si au Burkina ou au Mali, j'ai vu, à l'occasion de cette tabaski, il y a une politique qui a été mise en œuvre. Comme ce qu'on faisait à l'époque ici, avec Sonal, où quand la fête arrive, pour permettre à ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui s'occupent de qui aujourd'hui ici? C'est ça le problème. Parce que les politiques publiques doivent œuvrer à changer le quotidien, à améliorer le quotidien des citoyens. Pas seulement à créer les conditions pour que les gens prennent l'argent avec les citoyens et s'engraisser. Est-ce que ce n'est pas dans cette situation qu'on vit aujourd'hui? Voilà tout le problème. C'est pour ça, moi, ça ne m'emballe pas quand j'apprends en profondeur, machin, tout ça. Vous savez combien d'années que ça dure? On enlève celui-là. Il y en a depuis pratiquement 2011, ils sont ministres. Qu'est-ce qu'ils ont avancé? Ils ont plus fait des dégâts que... Mais c'est pourquoi peut-être c'est indiqué. C'est quand même intéressant de les remplacer. Les remplacer par qui? Est-ce qu'aujourd'hui, mais même, voir comment même l'administration publique fonctionne. On s'en fout de savoir est-ce qu'il est compétent, est-ce que le profil, on prend parce que c'est tout simplement un partisan, on le met. Il connaît pas, on va le maintenir là-bas. Et ça dégrade la situation. Le service public et tout et tout. Récemment, il y a eu, je crois, la journée mondiale de la fonction publique où il y a eu beaucoup de critiques autour de ça. Les contre-performances, c'est parce que on ne prend pas les gens en fonction de leur profil, de leurs compétences et de leur capacité à faire bouger les choses. On prend les gens en fonction de leur affinité politique, en fonction de leur lien familial. Alors, on peut changer quoi dans ces conditions? Monsieur le maître, vous en pensez quoi? Moi, ce que je pense que, franchement, ce n'est pas intéressant que de parler du remaniement du gouvernement, autant parler de la réduction du taille du gouvernement et du train de vie du gouvernement. Peut-être quelque part, le pauvre citoyen va souffler un peu et que ce qui va être dégagé profitera au mieux à quelque chose. Réduction de la taille du gouvernement et du train de vie du gouvernement. Train de vie de l'État de façon générale. De l'État d'une façon générale. Deuxièmement, on commence par le gouvernement d'abord. Deuxièmement, changement de comportement. Il faut remanier, il faut que les personnes remanient leur comportement, leur façon de faire. Un code d'éthique au niveau des institutions, du gouvernement et des institutions de l'État. Moral, même si il faut voir. Je m'amuse à aller directement sur les constats factuels et évidents. Aujourd'hui, vous prenez l'administration nigérienne. Dans les chefs-lieux des communes urbaines, vous avez moins de 17% de satisfaction des citoyens nigériens à l'égard de l'administration nigérienne. Vous partez... Ça vient de mon constat, moi, où je peux faire... Et tous les mois, je suis en visite au moins dans 4 régions du Niger. Au moins, chaque mois. Et je sais pas à pas, sur le long du chemin que je parcours, je sais pas à pas comment les gens vivent. Et à travers également les groupes de réseaux sociaux où je me connecte, j'ai un certain nombre d'éléments et un certain nombre d'informations qui permettent aujourd'hui d'évaluer pour dire que dans une commune rurale aujourd'hui, vous avez à peine 11% du taux de satisfaction du citoyen face à l'administration nigérienne. J'ai voulu te dire que chaque année, il faut qu'on change le fauteuil. Du ministre.
chaque ministre qui change, chaque année on change le meuble. Je vais prendre le meuble de l'administration nigérienne, alors que ce n'est pas usé. Nous avons vu à Kram Karam dans les marchés de périphérie, tous les climatiseurs, les ventilateurs qui sont là exposés, vente deuxième main. Mais ça vient de l'administration du Niger. Et au prix auquel ce matériel-là avait été acheté, celui-là même qui a acheté ça au nom de l'État et au nom de l'administration, lui-même, il ne va pas acheter ça pour sa propre famille à ce prix-là. Tu sais bien que ce ventile-là, tu peux l'avoir sur le marché à 9 000, tout au plus 11 000. Et tu vas l'acheter à 33 000 francs pour l'État du Niger. Il est là, il n'est pas gâté, il n'a rien fait, les fauteuils, les climatiseurs, dès que l'année vient, on reconduit le même budget, on change. Mais voilà ce qu'il faut remanier, voilà ce qu'il faut changer. Ce ne sont pas les individus. Autant même garder ceux qui sont là, ils ont mangé, ils ont rassasié, puis peut-être ils n'auront pas besoin de manger encore. Mais si tu remanies, tu vas amener ceux qui ont faim. Le temps qu'ils pensent à nous là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Abdraman, c'est le changement du comportement, de la personnalité, de la moralité qu'on veut des individus, mais pas changer de poste en poste. Ça ne veut rien dire. Le travail, c'est pas efficace. Le travail, nous avons combien de ministres aujourd'hui? Plus d'une quarantaine. Plus d'une quarantaine. 44, Or, ce travail-là pouvait être fait par 17 personnes. Et c'est de la même manière, quand vous prenez l'efficacité du travail de l'Assemblée nationale, vous allez voir que en termes d'efficacité, à l'époque où notre Assemblée nationale avait 83 députés, le travail qu'elle abat là, c'est 3 fois plus que celui de 70 ou 111, je ne sais pas aujourd'hui. 111 aujourd'hui. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle au tout début de notre débat là, j'ai commencé à dire que nous faisons face à une déperdition de la qualité politique. Bonté, tu étais absent quand j'ai prononcé ces 3 mots-là. C'est que le nombre augmente, mais ce n'est pas efficace et ce n'est pas rentable. Autant où il y avait moins de fonctionnaires, moins de députés, moins de ministres, c'était plus efficace qu'aujourd'hui. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez voir que le travail supposé fait par 2 personnes, aujourd'hui, on a mis 17 personnes, mais encore 0. Ça sert à quoi? Donc, raison pour laquelle, si on joint les branches à la racine de là où nous avons commencé sur l'élection des députés de la diaspora, vous allez voir que le nombre va augmenter, mais l'efficacité encore, elle est indésirable. Donc voilà, c'est le changement de toute la moralité de la personne publique qu'il faut, très sincèrement, mais pas changement d'homme à autre. Ça, c'est pas ça la priorité du Niger, franchement. Docteur Wunti. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec mes deux prédécesseurs. Mais j'ajouterais que s'il faut peut-être tenir, il faut tenir peut-être les états généraux du développement même du pays. Parce que, vous voyez, il a fait le lien. Et Bazoum est convaincu que la démographie joue en défaveur du développement. Donc, quels que soient les efforts fournis par l'État, et il reprend ici le discours de Macron, et il l'a répété au dernier forum sur le système financier mondial, tenu à Paris les 22 et 23, voilà. Donc, 23 janvier. Oui. Or, on se rend compte à l'évidence d'une chose, c'est que l'Inde n'applique pas, par exemple, la politique de l'enfant unique. L'Inde va, dans les 4-5 ans à venir, dépasser la Chine en population. Mais oui, du même coup, l'Inde s'enrichit aussi. Rien que lors du dernier salon du budget, l'Inde vient de commander 1000 avions. 1500, je crois, Airbus A320 Neo et des Boeing. Donc, c'est vous dire que tant que nous ne changeons pas de paradigme, tant que nous ne changeons pas de vision même par rapport à ce que nous sommes et à ce que nous voulons que notre pays soit, moi je me dis que les remaniements ne servent à rien du tout. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'État nigérien vit au-dessus de ses moyens. Tout à fait. Tout le monde le sait. Parce que l'État s'endette chaque mois pour payer les salaires et les pensions. Chaque mois. Chaque mois. En tout cas, surtout 2023 là. On se rend compte à l'évidence d'une chose. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui dans lequel la corruption n'a pas gangréné le système. Il n'y a pas. Jusqu'au Hajj. Tout à fait. Jusqu'au Hajj. Jusqu'au lieu saint même de l'islam où le Coran vient de tenir un point de presse pour dire que les agents sont en train de mal loger les Nigériens là-bas.
quand vous prenez le train de vie de l'État, aujourd'hui la voiture de fonction ne sert plus à amener le responsable au bureau, mais à faire les cours de ses enfants et à aller peut-être vers Canasier et autres là pour aller faire des vrilles. Ou à transporter du fumier, machin, ou des briques souvent, même pour ces chantiers. Donc, c'est toute une mentalité qu'il va falloir changer. Et regardez les marchés publics. Aujourd'hui, vous n'avez pas accès aux marchés publics si vous n'êtes pas du pouvoir. Parce que les ministres qui arrivent, tout de suite, ils sont happés par les opérateurs économiques du pouvoir. Et on leur dit non, 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 si le pouvoir nous appartient, il faut nous donner un peu. Mais on va te donner le marché, tu ne vas jamais l'exécuter. Tout à fait. Et tu t'attends à ce que le pays se développe. C'est pas possible. Parce que, voyez-vous, quand il y a eu, la France est sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des opérateurs qui ont pris sur eux de développer un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, 70 ans après, ces gens-là, en tout cas leur famille, continue à peser sur sur l'économie et sur le politique. Je parle de la famille d'Assaut, les Bouygues, tout ça là. Ce sont des gens qui ont dit, écoutez, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité, on est sortis. Ils étaient sortis, la France était sortie exsangue. La France n'avait plus rien. Mais ces gens-là, par leur imagination, nous, on n'a pas de capitaine d'industrie. Nous avons des opérateurs économiques qui ne comptent que sur l'État. Si l'État, oui, import, export. On ne crée pas d'industrie. Les rares qui créent des industries, souvent on leur met les bâtons dans les roues. Donc, avec cette mentalité-là, ça ne pourra pas marcher. Moi, je me dis, si Bazoum veut véritablement que ça marche, puisque depuis 2 ans au moins ça stagne, il faudrait quand même changer de paradigme. Il faut peut-être tenir. Oui, expliquer aux opérateurs économiques que ce n'est pas parce qu'on est membre du parti au pouvoir qu'on n'a pas accès au marché. Si on ne peut pas exécuter le marché dans les normes, on ne vous le cède pas. Oui. Oui, vous prenez des pans entiers du pays, sont vendus à, comment ça s'appelle, Satou là. Satou, qui est une entreprise indienne, qui malheureusement était, dont le responsable est impliqué dans les histoires de commerce circulaire. Son nom a été cité. Donc, en réalité, le pays est devenu, comment on appelle ça, une plateforme pour les malfrats, il faut les appeler ainsi, qui viennent ici se faire de l'argent. Et aujourd'hui, vous prenez par exemple, même la liquidité ne circule pas. Pourquoi? Parce que les marchés sont donnés soit à des opérateurs locaux qui ne les exécutent pas et donc qui ne font pas circuler l'argent, ou à des opérateurs étrangers qui rapatrient l'argent chez eux. De sorte qu'aujourd'hui, l'argent ne circule pas. L'État est obligé de s'endetter, l'État est obligé de, comment on appelle ça, l'État est obligé d'emprunter de l'argent pour même payer, comment on appelle ça, les salaires qui, en réalité, relèvent donc de sa souveraineté. Mais dans le même temps, on continue à extraire l'uranium, l'uranate, on continue à extraire l'or, on continue à vendre le pétrole. Oui, mais j'ai vu une interview de Gaïala qui dit qu'on était frappé par la malédiction du pétrole. Non, c'est la malédiction de ceux qui gèrent le pétrole. Le pétrole n'a jamais apporté de malédiction. Non, c'est ceux qui gèrent mal le pétrole qui sont dans la malédiction. Regardez les Saoudiens. Si vous allez en Arabie Saoudite, le pétrole, malgré l'immensité de la famille royale, le pétrole profite quand même aux Saoudiens. Vous n'avez jamais de coupure. Vous avez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, l'électricité à votre portée, souvent même gratuitement. Donc, maintenant, sous Kadhafi, le lit de l'eau coûtait plus cher que le lit de... Non. Donc, il n'y a pas de malédiction. Il y a une malédiction qui frappe ceux qui... Parce que, tout simplement, voilà, en Afrique, les gens, un seul individu s'accapare de milliards et de milliards. Et puis, remarquez une chose. Vous volez l'argent de l'Afrique, vous le placez à l'étranger, vous n'aurez plus accès. Moi, je vous prends le cas de l'enfant de Théodore Nguema. Oui, en réalité, c'est les gens qui le président... Le Guinée, non, son fils, le vice-président. Oui, quand vous prenez le documentaire, ce sont les mêmes gens-là qui lui montraient là où il peut acheter des Cossards à 6 000 € et des Bugatti. Il a un véhicule dont il n'y a que 7 exemplaires dans le monde. Mais ce sont les mêmes gens qui ont alerté la justice pour dire que c'était bien mal acquis. Au moment où ils voulaient embarquer ces véhicules dans des avions, on l'a bloqué. Donc en réalité, si vous voulez l'argent pour le placer à l'étranger, non seulement c'est une perte pour vous, vous prenez des péchés, mais en plus c'est que c'est une perte pour eux. Parce que demain, si vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne pouvez plus récupérer cet argent-là. Les Occidentaux ont mis des mécanismes en place pour dire que c'est des biens mal acquis. On connaît ton salaire, on connaît tes revenus. Tu vois, tu places 5 000 milliards de francs CFA à Singapour,
mais tu n'auras plus accès à cet argent-là. Et c'est avec ces 5 000 milliards-là que Singapour va développer peut-être un pan entier de son économie. Donc moi je me dis, il faut qu'il y ait des états généraux, qu'on explique aux députés, aux opérateurs économiques, aux acteurs politiques, vraiment, voilà, quand vous êtes dans un pays, voilà le chemin qu'il faut suivre pour le développer et non pour le détruire. Voilà, nous allons prendre, comme je le disais tout à l'heure, comme je le promettais tout à l'heure, un petit moment pour parler de l'hymne national, adopté récemment par l'Assemblée nationale, par 149 voix, si je ne m'abuse, contre 0 abstention et 0 contre. Donc, c'est les paroles, parce qu'il y a le débat sur les réseaux sociaux, je pense que c'est les paroles qui ont été adoptées, le texte a été adopté, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'instrumental. L'instrumental est fait après ou avec ou pour accompagner les paroles, c'est bien cela. Oui, c'est suivi du son, hein. La mélodie. C'est suivi du chant, de la mélodie, mais pas une mélodie juridique, c'est-à-dire officielle des fanfarons et des comment on appelle ça, et des tambours là qui tapent. Voilà. Mais dans tous les cas, moi je pense que là aussi, le changement d'hymne là, c'est pas ça qui est. C'est pas une priorité. C'est pas ça qui est une priorité. Surtout que nous sommes dans un contexte d'une extrémité politique où nous sommes dans une difficulté de leadership. On n'a pas un homme politique, on n'a pas un homme religieux, on n'a pas un homme civil qui fait l'unanimité aujourd'hui. Dans ce pays, il n'y en a pas. Hein? Donc, nous sommes dans un contexte même qui ne s'y est pas pour faire sortir un hymne parce que nous sommes dans un contexte d'extrémisme politique. L'hymne là devrait peut-être sortir au moment où on devrait faire une caution, où c'est une transition, autre c'est le moment le plus indiqué. Mais au moment où on l'a fait là, moi j'ai dit qu'il y a des problèmes. Et s'il faut changer, ce n'est même pas l'hymne seulement qu'il faut changer, c'est le nom du Niger même qu'il faut changer, et puis reprendre à zéro. Parce que d'autres l'ont fait et ça a marché. S'il faut changer, c'est le nom même du Niger qu'il faut changer et changer tout et reprendre à zéro. Moi je pense que c'est le plus important. Oui, enfin, avant de venir pour quelques minutes seulement discuter de tout ça, puisqu'on a pris beaucoup de temps, je propose de suivre d'abord les paroles, les paroles qui ont été élaborées, dit-on, par un comité d'experts qui a été mis en place à ce sujet depuis 3 ou 4 ans, depuis 2019 en tout cas, par l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. Je propose de suivre les paroles de l'hymne national qui est intitulé « L'honneur de la patrie ». Des rives du Niger aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves, pour l'honneur de la patrie. Incarnant la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes aïeux, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. Faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat. Nous demeurons debout, portant haut le drapeau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Là, je propose encore 1 minute 30 à suivre. Ça, je propose maintenant l'instrumental, donc la musique, sans les paroles. Je propose de suivre.
Moi, je vais d'abord contextualiser. On sait le contexte dans lequel il a été décidé de changer l'hymne national, n'est-ce pas? C'était, comme tu l'as dit, en 2019, dans le cadre de la politique de renaissance culturelle qui a été, comment dire, le processus du deuxième mandat de Issoufou. Il fallait inculquer un certain nombre de valeurs, parce qu'il y avait des contre-valeurs à combattre, n'est-ce pas? Et c'est dans cette foulée-là qu'il y en a qui ont dit non, il faut changer même l'hymne, parce que c'est un blanc qui a fait ça, c'est un colon. Et ça comporte quelques vers là, où il y a qui ont un élan paternaliste et tout vis-à-vis du colon, n'est-ce pas? C'était le contexte comme ça. Il fallait faire pour galvaniser les citoyens et tout, pour montrer que le Niger est fier, debout, tout ça. Mais alors, quand on fait un truc, en soi, l'idée n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? Mais quand, en même temps, qu'on veut montrer qu'on est indépendant, fier de nous-mêmes, fier, et en même temps, ces mêmes gens qui ont commandé le changement, ils font venir des forces étrangères pour les implanter chez nous. Où est l'indépendance, où est la fierté, où est l'honneur? Si nous disons que nous pouvons nous défendre, pourquoi on va faire venir des gens qui sont venus comme alors, ça veut dire qu'on a changé, on a fait juste un travail pour faire un travail, pour permettre à quelques-uns de gagner de l'argent. Mais on n'a pas créé les conditions pour que véritablement on soit quand on se rappelle, quand Sankara a décidé de changer l'hymne et le nom du pays, c'était avec une vision, c'est toute une vision qui l'accompagnait. Il fallait carrément changer les mentalités des Burkinabés. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, c'est quand même le travail qui a été fait sur les mentalités qui continue encore, où les Burkinabés sont fiers et tout. C'est pas autre chose. Mais pendant qu'on dit qu'il faut changer des choses, et en même temps on crée les conditions pour que nos ressources naturelles soient contrôlées par des puissances, on nous jette des miettes, notre territoire soit occupé, notre pays soit occupé par des forces, on ne sait même pas à quoi ils servent dans le cadre, on dit, de la lutte contre le djihadisme, alors qu'ils sont là, alors on continue à tuer les populations et tout. C'est ça le paradoxe que je trouve, et sans cela, moi je me dis, le fait qu'on dise qu'on a fait un hymne, ça va changer quoi dans le quotidien des citoyens? Seulement rien du tout. Moi, je pense que sur le plan social, ça ne reflète pas vraiment la situation du pays. Maintenant, sur le plan technique, peut-être que moi j'ai une petite culture quand même musicale, parce que dans ma jeunesse, j'ai appris à lire la musique. Peut-être que pour parce qu'il y a quelqu'un qui lit la musique dans le groupe, hein, l'ancien chef de la musique des pannes. Je crois que c'est fait de sorte que n'importe quel orchestre qui lit machin puisse rapidement pouvoir l'exécuter, mais du point de vue social, je pense que vraiment c'est pas le moment opportun. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, quand vous voyez, la cherté de la vie est liée au fait qu'il y a un blocus que les terroristes nous imposent. Je ne sais pas si vous le savez. Il n'y a plus de camions qui viennent du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria, et pas du Mali et du Togo, sans passer par Lomé. Parce que les terroristes sont en train de nous imposer petit à petit un blocus. Et ce blocus-là, apparemment les autorités n'ont pas pris les mesures. Aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 tomates qui coûtent 500. Parce que tout simplement, la route est bloquée. Et il y a des mines un peu partout. Ils ont détruit des ponts à l'intérieur du Burkina Faso. Et nos forces ne sont ni à Makolondi, ni à Terra. Donc, les voies par lesquelles, en tout cas, ces marchandises-là rentrent. Voilà le fond du problème. Est-ce que ce n'est pas ça nos priorités? Rétablir la fluidité de la circulation sur ces axes-là jusqu'à Abidjan, que d'écouter le changement d'hymne, que de nous concentrer sur le changement d'hymne. Il y a des priorités aujourd'hui. La priorité, elle est d'abord sécuritaire. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul axe pour le moment qui est encore viable, c'est l'axe Niamey-Dosso, Parakou, Cotonou, Parakou, des trucs comme ça. Et vous savez que même les marchandises à destination du nord du Nigeria passent par là. Donc, c'est ce axe-là uniquement aujourd'hui. Et ce axe-là, on vient de construire une route bitumée. Et sa durée de vie va être raccourcie parce que tout le parcours est en train de basculer par là. Vous n'avez pas de trafic sur l'axe de Torodi, vous n'avez pas de trafic sur l'axe de Terra, mais dans ces conditions-là, en réalité, vous êtes sous blocus. Les terroristes, la semaine passée, ont tenté d'implanter une Katiba entre Torodi et ici. Je crois qu'ils n'ont pas trouvé de terrain favorable.
Malheureusement pour nous, quand ils sont repartis vers Ourgueladio, l'armée les a rencontrés. Et je crois que ce sont ceux-là qui ont fui, qui ont été bombardés hier par les Burkinabés et les 60 là. Parce qu'ils sont venus, ils ont même imposé un calife. Le calife, heureusement, a été arrêté par l'armée la semaine passée. Donc c'est pour dire que nous sommes sous un blocus. C'est plutôt comment lever ce blocus-là qui doit nous intéresser que le changement d'hymne. Aujourd'hui, les terroristes sont en train de nous étouffer économiquement. C'est pourquoi l'État est obligé de s'endetter. Parce qu'il n'y a plus de parcours sur ce taxe-là, il n'y a plus de débit, il n'y a plus de rentrée. Il n'y a plus de recettes douanières, il n'y a plus de taxes aériennes. Donc en réalité, toute cette zone-là est en train de mourir. Moi je pense qu'il faut rétablir l'assiette comme disent les pilotes, si éventuellement nous voulons que l'État soit bien, mais changer sur le plan de mon point de vue, sur le plan en tout cas purement social, ça n'a aucune valeur. Il n'y a pas de plus-value. Oui, maître. Oui, Abdraman. Tu sais, comme j'ai commencé à le dire, c'est-à-dire ça doit sortir avec un signal fort, un signal pratique fort, comme l'a dit Hussein, c'est-à-dire quand tu prends ici le titre même de honneur et dignité, donc ça, au fond, quand tu fais une analyse, au fond, cela veut dire que nous sommes face à un constat de déficit d'honneur et de dignité pour nous faire réveiller comme ça. Fierté aussi. Fierté, nous sommes en manque de dignité, de fierté et d'honneur pour se réveiller un matin, sortir avec ce titre-là. Donc, je pense que c'est le contexte qui doit normalement déterminer le changement d'hymne et ça doit être accompagné d'un signal fort autour duquel tous les Nigériens vont se sentir concernés, mais pas dans un contexte où je dis qu'il y a de l'extrémisme politique où tu as suivi sur les réseaux sociaux les critiques. Les réactions. Oui, alors que quel que soit le fond et les éléments. Justement, on finit avec ça, si vous permettez, docteur. Et j'ai sélectionné quelques critiques, quelques remarques, qui viennent de personnes ou de personnalités plus ou moins connues. Comme ça, ce commentaire de Jonel, par exemple. Nous étions sortis à la c'est ce slammer, oui, c'est ce slammer assez compétent, assez bon, nigérien, jeune nigérien slammer, donc c'est un parolier si on peut l'appeler aussi ainsi, donc qui a fait cette observation sur Facebook, donc sur son compte Facebook, je lis, voilà, il dit: je viens d'entendre le nouvel hymne national, permettez-moi sans offenser personne de vous exprimer mes regrets. Il n'y a pas de phrase qui me donne envie de sortir du lit le matin. Aucune image ne reflète l'espérance que je désire pour mon pays. Sans poésie, terne et plat. Quand vous changez un hymne, vous devez le réécrire à un tel point que vous pouvez sentir les graines du patriotisme remuer vos tripes. Vous dites que le premier ne représente pas le pays parce que c'est un colon qui l'a écrit. Veillez, si vous ne pouvez pas faire mieux que le colon, ne pas faire moins. Nous sommes un Niger qui émerge et soif de changement. J'appuie l'idée d'un changement, mais je ne vois rien de bon dans ce que je viens d'entendre dans le texte ou dans l'interprétation. Ce texte n'engage que ma personne. Ce que nous... Oui, ça n'a pas suscité l'adhésion. Oui, ça n'excite pas en réalité. Les Nigériens s'attendent à un texte qui les galvanise. Et c'est pas dans le même contexte comme je voulais le dire tout à l'heure. Le premier, on l'a sorti à un moment donné où nous avons fini la lutte des indépendances. Nous venons d'acquérir l'indépendance, un nouveau pays. Donc c'était vraiment très bien indiqué. Mais à ce moment précis où j'ai dit que nous vivons de l'extrémisme politique et nous n'avons aucun événement en dehors de l'insécurité, et l'insécurité à elle seule ne peut pas être le motif du changement d'un pays. Donc je pense que il faudrait que le président renvoie le texte à la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Je rejoins ici
la proposition d'un internaute, notamment Bana Ibrahim qui l'a suggéré lui aussi dans sa page, de revoir le texte et puis de le travailler pour qu'il puisse susciter, vraiment l'adhésion. Ce jeune autre artiste, Islameur aussi, que vous connaissez, jeune étudiant depuis quelques années, maintenant qui a quitté l'université, certainement, c'est Altes, je ne sais pas, c'est jeune Islameur aussi, qu'il dit, vous voyez tout en politique, c'est vous qui voyez tout en politique. Nous voyons l'hymne comme le chant le plus galvanisateur pour un peuple. Ce n'est pas le fait que le rythme soit le rythme de Al-Bishir, parce qu'on reproche à ce rythme-là, autant surtout qui est utilisé d'être celle de la troupe Al-Bishir, du Tiro, qui me dérange, c'est que c'est monotone, plat et vide d'émotion. Ce rythme national, tu écoutes et tu ris tellement que des mots au rythme, rien ne te traverse la chair. On dirait que l'hymne est au bouillon. Et certains nous disent de proposer, non, ceux qui ont mangé l'argent de ça doivent retourner pour peaufiner le travail. C'est dans le budget de l'État. Donc quand tu consommes dedans, le peuple qui est le client mérite satisfaction. Plus d'un demi-siècle d'indépendance et vous voulez toujours qu'on bricole les choses. Mettre 4 ans pour sortir de ça là, alors que le blanc qui a fait l'hymne national, je crois que lui c'est en quelques mois, et puis il était seul. Oui, les deux seuls. En fait, nous avons des chansons, des rythmes, des chansons authentiques. Le fait même de prendre le rythme là, Al-Bishir, les gens ne vont pas se sentir concernés, certains, parce que la politique a gangréné. Ils vont dire non, que c'est la troupe, je ne sais pas de quel parti, c'est ça qui chante pour Tareya, non? Donc là, les gens, déjà, certains vont se sentir un peu écartés. Alors, nous avons des rythmes qui sont authentiques. À ma connaissance, nous avons même une chanson à Hausa qu'on appelle Samari de Mbata Niger, oui, oui, de Omar Hadari. C'est une chanson, qui est conçue comme un hymne de la jeunesse. Et nous, en dehors de ça, nous avons des chants qui sont depuis avant Omar Hadari, des rythmes qui sont authentiques au Niger, qui peuvent être travaillés. Et puis, j'ai deux autres réactions à vous livrer avant qu'on ferme cette émission. Celle-ci, c'est la réaction du professeur Boubé Namaïwa, donc philosophe qui est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un Nigérien qui enseigne là-bas, très connu, très actif également sur les réseaux sociaux. Il dit un hymne national, c'est un sens, une signification du rythme, des paroles qui réveillent et font vibrer en chaque citoyen la fibre du patriotisme et de la fierté, sans tomber dans le chauvinisme. Il ne s'agit pas de n'importe quel rythme et de n'importe quelle parole. Je me demande si nos élus savent fondamentalement ce que signifie un hymne national. J'ai l'impression que la recherche n'a pas été poussée très loin, sinon dans le répertoire nigérien déjà existant, il y a de la substance. En tout état de cause, personnellement, ce rythme ne me dit rien, ni dans le fond, ni dans la forme. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas un grand mélomane de la musique. Bon, en fait, la raison, c'est qu'il a dit, il faut qu'on sente un rythme vraiment authentique nigérien, quel qu'en soit. Et là, le Niger, comme il l'a dit, nous avons, quand tu prends la région... Le répertoire, oui, bien sûr. Oui, quand tu prends, même dans les archives des festivals de la jeunesse, on peut trouver... Ils sont là plein. Moi, je me rappelle très bien à notre jeunesse, quand on faisait le festival de la jeunesse, il y a surtout dans les ensembles instrumentaux ou le palais de la zone Germain Songhai, mais on ne comprenait pas, mais tu vas voir que les gens ne savent même pas ce qu'ils disent, mais ils sont motivés quand ils écoutent ça. Et on finit avec, donc on a pris des artistes, un homme, un universitaire, et puis finalement un politicien. Monsieur Omar Hamidou Ladanchana a intervenu, c'est en vidéo, on n'a pas pu prendre cette vidéo, mais puisqu'on prend les réactions sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, on finit avec celle de ce politicien, le président de SDN Savoie, monsieur Kadaouré. Il dit, aussitôt que j'accède au pouvoir, je demanderai de revoir radicalement la manière d'entonner ces deux vers qui forment le nouveau texte. Je trouve que la mélodie de ces chants s'apparente plutôt aux chants populaires et partisanes connus de tous. Forcément, notre hymne national doit avoir une emphase imposante, masculine et guerrière, en lieu et place de ce rythme fin, élégant
est plutôt adoucissant. Ça fait un peu musique de chambre. Je ne sais pas si vous écoutez des gens comme Herbert von Karajan. Oui, c'est qu'on le veuille ou pas, c'est le retour à l'authenticité. C'est quand vous prenez aujourd'hui au Sénégal en matière de l'environnement, vous allez voir que nous importons même les arbres. Quand tu viens de notre ville là, tu ne vas pas te sentir dans un environnement nigérien. Nous avons donc finalement on retient quoi de votre point de vue? Ça ne fait pas l'unanimité. En tout cas, il a été adopté. Ça ne fait pas l'unanimité. Ça reste à être renvoyé. Non, que le président de la République renvoie ça à la deuxième lecture. Oui, pour qu'on puisse retoucher. Non. Et qu'on nous dise aussi combien de milliards cela a coûté. Ces gens-là ne vont pas travailler pendant 4 ans comme ça juste pour nos beaux yeux, pour sortir des trucs comme ça. Voilà. Il faut renvoyer en deuxième lecture, c'est plus important. Mais ça ne sert à rien de se précipiter pour sortir ces types-là. L'observation, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Ça ne fait pas l'unanimité. Oui, ça n'a pas été assez discuté selon Donc il faut renvoyer en deuxième lecture pour avoir une certaine adhésion au moins. Une certaine adhésion. Mais les députés l'ont écouté avant de l'adopter. Mais laissez les députés là tranquilles. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un état d'esprit avec eux. C'est ça le problème. On n'est pas dans un même état d'esprit d'eux. On disait, on parlait de l'efficacité de l'administration au Niger. Moi, je me rappelle, au temps de RDA, jusqu'à après que, comment on appelle ça, à la Troisième République, à chaque fin de session, les députés ici de leur contrée, ils font marcher, c'est dans les marchés qu'ils font la restitution. Tout le travail qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, ils viennent passer de marché ou les jours de marché pour essayer de restituer et puis de prendre les avis. C'est dans les marchés que ça se fait. Mais vous voyez aujourd'hui, quel député se rend même dans sa propre famille, de sa commune, à plus forte raison faire les marchés et rendre compte de ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Donc je pense que les députés là, autant que il y a des ingénieurs de bonne volonté et de part et d'autre qui vont réagir et je pense qu'on peut corriger quelque chose. Prendre en compte ces réactions. Oui, parce que c'est destiné aux Nigériens, c'est destiné au public. Donc il faut tenir compte des observations. Pour au finish avoir un hymne national. Ce n'est pas un problème de corriger, il ne sert à rien de se précipiter pour sortir des mauvaises choses, c'est pas bien. Merci Maître Liron Abdraman, merci Dr Amadou Moutidiambo, merci Hussein Issa, merci Mesdames et Messieurs d'avoir été le presse plus de cette semaine. Excellente suite de programmes sur la télévision. Bon frère, c'est une bonne fête de Tabaski à tous, puisque le prochain rendez-vous de presse plus forcément après la fête de Tabaski. D'ici là, passez de très bons moments en notre compagnie. Au revoir.